Salut, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et aujourd'hui, on va enfermer 4 personnes dans une pièce hermétique pendant 4 mois. Pas d'eau, pas de nourriture, et je vais aussi lâcher des scorpions dans la pièce avant d'éteindre la lumière. Vous êtes prêts? Il y a un total de 100 000 $ à gagner. Oui, j'aimerais gagner pour donner l'argent à ma mère qui est atteinte d'un grave cancer. On s'en bat les couilles. Après, je ne suis pas totalement cinglé non plus. Je leur ai laissé NordVPN pour qu'ils puissent se protéger. NordVPN, c'est le VPN le plus sûr et le plus rapide du marché. Chiffrement de vos données, surveillance du dark web, blocage des publicités intrusives et bien sûr, changement d'emplacement virtuel pour profiter des contenus géobloqués. Ok, maintenant ça va faire environ 2 heures qu'ils sont enfermés et il n'y a plus que 2 survivants. Et je soupçonne une alliance entre Johnny et le Scorpion. Alors pour corser un peu les choses, je vais mettre l'album de Théodore et je vais aussi aller péter dans la VMC. C'est parti. Oh non! Ah, j'ai oublié mon mot de passe. Bon, tant pis. Et avec l'abonnement Plus, obtenez également NordPass pour générer des mots de passe uniques et complexes pour chacun de vos comptes en ligne, les stocker et les remplir automatiquement. En plus, NordPass vous alerte si vos identifiants sont compromis pour réagir à temps. Ok, ça fait 4 mois qu'ils sont enfermés. Et regardez, ils sont tous morts! C'est pas grave, car leurs données ont bien été protégées grâce à NordVPN. Du coup, l'argent reste à moi. C'est comme ça que les humains sourient. Téléchargez NordVPN en passant par le lien en description et protégez jusqu'à 10 appareils en simultané. Obtenez 4 mois supplémentaires sur les abonnements NordVPN de 2 ans, satisfaits ou remboursés sur les 30 premiers jours. Vous êtes en 2006. Vous venez de faire une petite partie de Budokai Tenkaichi 2. Et vous vous dites que vous lanceriez bien un petit Zelda Twilight Princess, mais votre Wiimote est déchargé. Alors, vous vous dirigez vers votre ordinateur flambant neuf, avec sa GeForce 7300 et son processeur Core 2 Duo avec 2 cœurs. 2 cœurs. Incroyable. On n'aura jamais besoin de plus. Vous lancez The Elder Scrolls 4 Oblivion, et là, le jeu vous propose ça. Voulez-vous acheter cette armure de cheval pour seulement 2,50 €? 2,50 €, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que ça coûte, hein? Everything. Mais bien sûr que non, vous ne le ferez pas. Car vous n'êtes pas un pigeon, n'est-ce pas? Hein? D'ailleurs, tout le monde se moque d'eux sur les forums. Ouais. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? Ouais, c'est ta faute, là. Toi, là. Ouais, je m'en souviens, là, vous étiez tous là, à chier dessus, à vous moquer de ça. Mais vous l'avez acheté en secret, hein? Ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, cette merde! Bande de traîtres, connards! Vous avez détruit le monde! Et à cause de vous, maintenant, on en est là! Une microtransaction, c'est un achat dans un jeu vidéo ludique contre de l'argent pour un service en général accessoire et qui ne vous empêche pas d'accéder à l'expérience principale du jeu vidéo. Dans les années 2000, en fait, la microtransaction a émergé dans les pays d'Asie, principalement Chine et Corée. Là-bas, le business model, c'était la consommation des jeux vidéo dans les cybercafés. Et en fait, la seule façon pour les éditeurs ou les studios de se rémunérer, c'était d'avoir des microtransactions. Ensuite, il y a eu une plus grande généralisation avec l'arrivée de Farmville, avec Facebook, qui a été le premier à vraiment apporter les microtransactions. Ensuite, ça s'est étendu avec les mobiles. Et enfin, avec l'App Store, ça s'est complètement démocratisé. Le principe de base, c'est de permettre au maximum de gens de pouvoir accéder à une expérience sans payer. Et aujourd'hui, les microtransactions, on les retrouve un peu partout, dans les jeux mobiles, mais aussi dans les jeux AAA. L'apparition des microtransactions, c'est intimement lié au besoin de récompense du joueur, hein. C'est normal, c'est la base du jeu vidéo. Je vais ramener ça au plus petit dénominateur possible. Le joueur est un carré, le carré doit sauter par-dessus la ligne, vous réussissez parce que votre timing est exceptionnel, bravo, le jeu vous récompense d'un petit son agréable qui signifie que vous avez réussi ainsi que 10 points sur votre score de merde dont tout le monde se branle. Ça, ce sont des récompenses. Et depuis toujours, ce système a existé parce que nous sommes des animaux et qu'on a juste besoin d'une petite tape sur la tête pour nous féliciter quand on fait quelque chose de bien, parce que sinon on le ferait pas. Au début du jeu vidéo, la récompense était simplement un système de score, hein, et
la promesse de voir son score s'afficher dans les menus du jeu, du moins jusqu'à ce que tu éteignes la console. Puis les joueurs ont commencé à réclamer un scénario, alors il a fallu donner un texte de fin pour féliciter le joueur d'avoir gagné. Et puis ça suffisait plus, alors il a fallu mettre des images ou des cinématiques de fin. Puis ça suffisait plus, alors il a fallu mettre des bonus stages pour avoir sa dose de dopamine sans attendre la fin du jeu. Puis ça suffisait plus, alors il a fallu ajouter un système de progression pour que le joueur reçoive sans arrêt des nouvelles récompenses et ainsi avoir des paliers de récompenses qui font progressivement augmenter les capacités de ton personnage et donner le sentiment au joueur d'avancer. Parce que simplement avoir la fin du jeu comme objectif de récompense, c'était trop lointain et ça aurait pu le décourager. Puis ça ne suffisait plus, alors il a fallu donner des loots avec des stats et des jolies couleurs de rareté, plus 1, plus 2, plus 7, légendaire, légendaire plus 7, légendaire plus 7, et ça fait l'effet brûlure. Puis sont arrivés les jeux en ligne, alors il a fallu rajouter des skins pour embellir son personnage, pour que des gros monsieur barbus puissent jouer à la Barbie virtuelle avec leur personnage. Et puis ça ne suffisait plus. Bref, vous l'avez compris, c'est juste que pour que le joueur n'abandonne pas en cours de route, il faut maintenir son attention. Il faut le pousser à avancer pour qu'il finisse le jeu, ou du moins pour qu'il ne se barre pas en cours de route. C'est quelque chose qui obsède les développeurs de jeux. Avancer, garder le joueur, faire en sorte qu'il ne parte pas. Et ça peut donner parfois des décisions de game design controversées ou une forme de nivellement vers le bas du jeu dans son ensemble. Mettez des clés, agitez les clés, donnez des loots, enlevez les choses difficiles, il faut pas qu'ils partent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les joueurs ont évolué et que le temps où le joueur lambda était un hardcore gamer acharné qui savait se contenter de juste la satisfaction morale d'avoir battu le jeu comme seule récompense, ce temps-là, il est lointain et révolu. Maintenant, la concurrence est rude, il y a plein d'autres jeux qui méritent votre attention. Et si un joueur s'ennuie, il va juste lancer un autre jeu. Il faut donc mettre des bonbons sur le chemin du joueur et en mettre assez régulièrement pour l'encourager à avancer et à aller jusqu'au bonbon suivant. Alors comment on entretient la flamme en game design auprès des joueurs ? On va partir d'un postulat très simple, c'est déjà qu'on a un bon jeu, une bonne structure, une bonne architecture, avec des boucles de gameplay de base, une histoire, une durée de vie, des choses à faire, des outils, des challenges, enfin bref, qu'on a une base qui est solide. Le jeu s'architecture autour de plusieurs phases. La première, le joueur découvre tout ce qui est nouveau. Et tout est nouveau. Son propre univers, sa manière de présenter ses mécaniques de jeu, son propre terrain de jeu. Donc globalement, le joueur ici, il est constamment dans la surprise, l'inconnu et la nouveauté. Il va répéter certaines boucles de gameplay, il va finir par s'habituer à l'univers et donc il va commencer à maîtriser ces éléments-là. On va prendre cette architecture et on va devoir construire des piliers dessus. Soit ajouter du contenu dans des boucles de gameplay existantes, soit tout simplement à rajouter de nouvelles manières de jouer où on va refaire poindre l'émerveillement. Il faut mesurer cela sur toute la progression. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de tests, de playtests, où on voit que les gens arrêtent de jouer à tel chapitre. C'est très utile pour savoir à quel moment il faut rajouter ces petits éléments. Quand on parle de rajouter régulièrement du contenu dans un jeu, il faut bien sûr savoir à quel type de jeu on a affaire. Le premier but d'un jeu service, ce n'est pas de vendre des microtransactions ou de faire payer les joueurs, c'est leur rétention, qu'ils restent dans votre écosystème. Finalement, dans un jeu solo, c'est à peu près la même chose. Alors certes, une fois qu'il a payé son jeu, vous pourriez vous dire « Bon bah tant pis, je lui ai fait les 5 premières heures super et puis après c'est nul à chier ». Non, la passion d'un développeur de jeux vidéo en général, avec toute son équipe, c'est de proposer l'expérience la meilleure possible de A à Z. Et A est connu, Z aussi. Ça tombe bien, c'est plus facile de démarquer les limites là où il va falloir ajouter du contenu. Et donc vous pouvez vous dispatcher correctement pour garder l'émerveillement du joueur, proposer l'histoire que vous voulez, avoir suffisamment de mécaniques et donc vous allez pouvoir mesurer tout cela. Dans le cas d'un service en ligne ou d'un jeu service, eh bien finalement la fin n'est jamais connue. Le but c'est de conserver de manière la plus longue possible la rétention des utilisateurs. Et donc ici il vous faudra agrémenter le jeu sans cesse, sans forcément avoir un plan à très long terme. Mais les jeux, ça coûte cher. Le temps où on développait les jeux en quelques mois, c'était il y a 40 ans. Et maintenant on est plus sur l'ordre de 5 ans pour du AA et presque le double pour du AAA. Et en plus maintenant les jeux quand ils sortent, ils sont parfois pas finis. Et je parle même pas des early access, mais des patchs day one. Il faut corriger les bugs, il faut ajouter du contenu régulièrement, il faut entretenir les serveurs quand il y en a, il faut créer des événements, il faut filer de l'argent aux actionnaires, beaucoup d'argent, sur tout ça d'ailleurs. Enfin bref. Alors certains pourraient dire que peut-être la solution c'est d'arrêter de dev des jeux toujours plus gros et lourds pour revenir sur des jeux plus petits et plus osés avec des studios à taille plus humaine, mais c'est impossible.
faut savoir qu'entretenir la flamme du joueur dans un jeu peut aussi passer par de la scénarisation, de la narration, du scénario, de la dramaturgie ou même parfois du visuel avec un simple nouvel environnement. Et dans un jeu complet, solo, qui n'est pas forcément en ligne ou avec des microtransactions ou full DLC, avec tous ces éléments, on va s'assurer que cette flamme, cet émerveillement, eh bien, il reste là. Que le joueur ne tombe pas dans une répétitivité bête et méchante, mais qu'à chaque fois, on entretienne cette tension. Et je dirais même, dans cette flamme, cette attention du joueur à toujours avoir envie et être curieux de découvrir ces nouvelles choses, de les maîtriser avec de la profondeur, du contenu et des surprises. Tout ça pour dire que les jeux, surtout ceux en ligne, on va pas se mentir, continuent à coûter de l'argent alors que le développement est censé être terminé. Ça mobilise du monde, ça mobilise des développeurs, des programmeurs, des gens pour faire des assets 3D, des gens pour écrire du lore, l'équipe marketing, l'équipe cinématique, l'équipe communication, l'équipe Q&A pour tester les bugs. Et d'ailleurs là, je parle du modèle des jeux payants, mais il y a aussi maintenant en plus le modèle des jeux gratuits. Donc, évidemment, il faut trouver un moyen pour rentrer du fric. Et la première méthode pour faire de l'argent et aider les développeurs à financer un jeu, en dehors du fait d'acheter le jeu, c'était les... À cette époque lointaine, où le terme DLC n'existait même pas encore, on parlait d'add-on, ou d'extension, ou d'expansion. Un add-on ou une extension, c'était généralement des aventures plus courtes que le jeu principal, venant rajouter du contenu, enrichir l'univers, etc. Sans révolutionner la formule de base, ça utilisait le même moteur et ça se contentait de donner plus. Les add-ons de Half-Life par exemple, ou des Sims, ou Warcraft 3, Frozen Throne encore, c'est le même jeu, c'est le même moteur, c'est juste des extensions. On a même des extensions massives, des trucs qui sont presque des suites du jeu principal. Comment ne pas mentionner l'excellent add-on du jeu Witcher 3 Blood and Wine, une véritable pépite qui vient rajouter plus de 20 heures de durée de vie au jeu de base. Avec la popularisation d'internet et du haut débit, on a peu à peu arrêté d'utiliser le mot add-on pour utiliser le mot DLC ou Downloadable Content, qui au début était utilisé pour désigner du contenu ajouté de petite taille. Je pense par exemple aux excellents DLC de la saga Mass Effect ou de Dragon Age, qui ne durent rarement plus que quelques heures certes, mais qui enrichissent énormément l'univers. Et là encore, c'était pas cher, c'est cool, ça va. Et truc alors purement personnel, mais ce terme de DLC, je le déteste parce qu'en fait, c'est devenu un truc qui est fourre-tout, qui sert autant pour un skin de chaussettes roses qui clignote que pour une extension de jeu qui rajoute 20 heures de contenu. Bref. Les ajouts de type add-on, ça existe depuis les années 80 quasiment et personne n'a jamais râlé dessus, c'est honnête, tu achètes le jeu de base, le jeu te plaît, t'en veux plus, eh bien tu rachètes une extension du jeu pour une portion du prix initial. Le problème c'est que au début, quand un add-on ou un DLC sortait, les gens étaient en mode « Ah putain, c'est cool, il y a du bonus, les devs ils ont bossé sur un truc neuf qui va venir enrichir le jeu initial du bonus !» Mais vous savez très bien que maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, la présence de DLC n'est plus une surprise, ça n'est plus du bonus. Tout le monde sait que le moindre jeu AAA aura forcément sa chier de DLC, ils sont inévitables. Le jour même de leur sortie, maintenant, les jeux annoncent déjà des DLC, comme si tu achetais ton jeu en kit incomplet. Et forcément, la question que le joueur se pose, et il a raison, c'est... Est-ce que finalement, les éditeurs n'ont pas juste retiré du contenu initialement prévu dans le jeu pour en faire un DLC? Est-ce qu'on ne m'a pas donné un jeu moins complet que ce qu'il aurait pu être juste pour me faire repayer? Et spoiler, oui, ça porte même un nom, ce genre de truc. Ça s'appelle les versions de luxe, ou premium, ou collector, ou je sais pas quoi. Vous devez payer plus pour juste que le jeu vous débloque quelque chose qui était déjà présent dans votre jeu. Donc voilà, add-on, puis DLC, c'était les premiers trucs utilisés. Sauf que les DLC qui rajoutent de l'histoire, ça coûtait quand même une certaine somme. T'ajoutes pas 3 heures de contenu comme ça dans un jeu en claquant des doigts. Donc, pour le rentabiliser, il fallait quand même le vendre à un certain prix. Et 15 ou 20 balles, psychologiquement, c'est quand même un prix pour le client. Et puis, c'est pas si rentable que ça, en fait. Parce que ça mobilise beaucoup de monde dans le studio. Bien avant le raz-de-marée des microtransactions dans nos jeux vidéo actuels, il y a eu aussi l'apparition des DLC, il y a longtemps. Et là aussi, ça a fait scandale à cette époque. Évidemment, il y a toujours des mauvais DLC et des bons DLC. Moi, personnellement, je suis contre les microtransactions. Par contre, je peux tout à fait comprendre qu'une œuvre qui est marché, un univers qui est profond, mérite d'être élargi. Je comprends que les joueurs, comme les développeurs, puissent avoir envie de
proposer une extension à cet univers, qui va donc nécessiter des ressources. Un peu comme une suite de jeux d'ailleurs. On a déjà l'univers, on a déjà l'architecture et les piliers dont on parlait, mais ici, il va quand même en falloir créer de nouveaux personnages, de nouvelles mécaniques de jeu, un nouvel environnement, un nouveau scénario. Donc en fait, c'est toute une équipe qui va être mobilisée. L'important, c'est de s'accorder sur le fait que tout travail mérite salaire. Et ici, c'est pas un service qu'on vous propose, c'est la prolongation d'une œuvre et qui mérite donc un prix parce qu'elle a mobilisé une certaine équipe. Moi, je trouve que c'est une manière saine. On ne cherche pas ici la frustration du joueur, puis ensuite l'addiction. On cherche tout simplement à faire un bon jeu, une bonne base, pour ensuite, après, faire une bonne extension, raconter une bonne histoire avec des mécaniques profondes qui vont reprolonger l'émerveillement du joueur. Et on l'avait vu dans la vidéo sur BioWare, hein, souvenez-vous avec l'exemple de Dragon Age 1 et Dragon Age 2, il faut toujours garder à l'esprit cette notion de temps égale coût de production versus rentabilité. Et c'est en partant de ce constat hein, que sur une vraie extension au vu du nombre de gens que ça mobilise avec la marge qui n'est pas folle, que les entités démoniaques revenues sur Terre qu'on appelle en langage commun les services marketing sont arrivés avec une idée neuve. Tu veux une veste jaune? 1,99 €. Tu veux cette danse rigolote qui clignote comme ça tout le monde te verra de loin? 2,33 €. Tu veux t'épargner ces 3 heures de farm fastidieuse pour débloquer ce super personnage qui te fait envie? Achète donc cette monnaie in-game qui coûte seulement 5,99 €. Ou au pire, achète le Season Pass. Hein. Eh bien tout ça, ça s'appelle des microtransactions. Ça commence avant tout par une expérience vidéoludique. Les gens ont toujours l'impression que c'est les gens du business qui lead, mais non. Au début, un développeur de jeux vidéo, la première chose qu'il veut transmettre, c'est une expérience de jeu. Il veut partager son monde, on sert une communauté, on sert des joueurs. Donc on est obligé d'y penser relativement tôt. C'est une industrie où pour pouvoir produire ces éléments-là, il va falloir gérer un budget, il va falloir gérer des coûts, il va falloir intégrer. Donc les microtransactions, elles interviennent assez tôt, ou même le business model de façon générale intervient assez tôt. Vont intervenir des personnes plus business, les directeurs stratégiques. Donc là va venir la question, quel type de produit on va mettre? Est-ce que déjà notre jeu il est gratuit, il est pas gratuit? Est-ce qu'on met des DLC, pas des DLC, des microtransactions? On va intégrer des stores, donc on va réfléchir à comment notre store s'intègre. Est-ce qu'il est dans le jeu? Est-ce qu'il est hors du jeu? Comment est-ce qu'il va être construit pour à la fois être attractif, mais en même temps pas être ressenti comme une contrainte pour les joueurs? S'assurer que ça va marcher sur PlayStation, sur Microsoft, sur Steam. Ensuite vont venir les équipes marketing qui vont définir si les produits qu'on voudrait mettre en place vont répondre aux attentes du consommateur concept. Et ensuite on va attaquer une fois que les analytics sont en place, la phase de lancement du jeu. On va mettre des premiers produits en avant aux joueurs à l'intérieur du jeu. On va regarder via les trackers qu'on a mis quelles sont les choses qui marchent, étudier ses retours, qu'est-ce qu'il aime pas, et ajuster en fonction. Il faut que ça plaise. Si ça plaît pas, ça marchera pas. Ce sera juste un four. Donc il est très important d'écouter le joueur et d'ajuster en fonction. Si vous prenez, je sais pas, des séries télévisées, une production de cinéma, c'est la même chose. En fait, on va définir quelle expérience on fournit, comment on va la fournir et comment on la finance. Et on a beau lire partout, oh là là, tout le monde déteste les microtransactions, le cancer du jeu vidéo, mon cul. Hein. L'année dernière, c'était 80 milliards de revenus générés, presque 60% des joueurs PC ont eu recours aux microtransactions. Alors, vous achetez aussi, hein. Venez pas me faire croire. Mais vous qui achetez, qui êtes-vous d'ailleurs? Parce que les services marketing vous classent selon vos signes du zodiaque de la microtransaction. Si vous ne dépensez rien, vous êtes un joueur gratuit, ou free-to-play, ou fils de pute, de leur point de vue. Ils se sont même pas embêtés à vous donner un nom, vous ne méritez pas. Moins de 10 € par mois, vous êtes un goujon lorsque vous achetez un skin, un pass de combat ou un bon de monnaie in-game à de rares occasions. Si vous dépensez entre 10 et 100 € par mois, vous êtes un magnifique dauphin. Vous faites partie de la classe moyenne des consommateurs de microtransactions. Et enfin, si vous dépensez plusieurs centaines, voire milliers d'euros, vous êtes une grandiose baleine. Vous représentez moins de 1% des joueurs, mais plus de 50% des revenus des jeux. Moi, pour Star Citizen, je suis un mégalodon. Voilà. D'ailleurs, Star Citizen, parlons-en. Je suis sûr que certains parmi vous attendent que je parle longuement de ce jeu. Après tout, il est réputé pour avoir un modèle économique atroce. Mais, je vais pas le faire. Parce que déjà on l'a fait dans une autre vidéo déjà, et surtout parce que vous allez voir que Star Citizen a finalement un système économique qui est plutôt transparent en fait. Alors je ne parle pas des considérations sur le fait que le jeu arrivera probablement après la fin du monde, mais vraiment juste sur le système économique. Vous voyez un gros vaisseau, il y a son prix indiqué, ce prix est parfois extrêmement cher selon la taille du vaisseau, vous l'achetez ou pas,
et vous y jouez, ou pas, parce que y a certains vaisseaux appelés Concept Ships qui ne sont parfois même pas encore disponibles dans le jeu au moment de leur vente. Mais c'est là où il va falloir regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir ce qui se fait de pire ailleurs. C'est que si vous êtes en capacité de vous horrifier du prix de ces vaisseaux, c'est parce que justement le modèle économique du jeu n'est pas dissimulé. Parce qu'un bon modèle économique d'un jeu AAA classique, c'est celui qui va vous faire dépenser ce genre de prix délirant, mais sans même que vous vous en rendiez compte. Et pour ça, un truc très simple, c'est de vous vendre En gros, on va mobiliser des ressources, on va mobiliser des artistes, on va pouvoir quantifier ces quelques jours, quelques mois, et on va pouvoir les commercialiser. Donc l'idée, c'est de s'assurer que ces petites transactions permettent de financer le développement du jeu, au-delà effectivement des artistes purs qui travaillent dessus. Et une fois encore, c'est assez dur de quantifier la rentabilité. On peut avoir des produits qui marchent peut-être en apparence très bien. Dans la réalité, la participation n'est pas suffisante par rapport aux ressources qu'on consomme pour pouvoir assurer l'ensemble des services, et pas juste les services directs, mais aussi les services indirects avec les équipes IT ou les équipes marketing. Donc voilà, vous l'avez entendu, pour les studios, l'avantage est énorme. Pas besoin de mobiliser 30 personnes pendant 3 mois pour faire un vrai contenu. Un dev tout seul pendant une après-midi fait le taf. Certes, c'est vendu 1/10 du prix d'un gros DLC, mais comme c'est 1/1000e du travail nécessaire pour un gros DLC également, c'est donc infiniment plus rentable. C'est ça, les microtransactions, c'est un habile calcul de vos barrières mentales et de votre pouvoir d'achat pour vous offrir le prix psychologique idéal, le prix où vous vous direz c'est rentable, ça va, c'est pas cher. Alors qu'en vrai, rapporté au nombre de ventes et au temps passé à développer ça, acheter un skin sur un jeu, ça devrait pas valoir 3 €, ça devrait valoir 1 centième, 2 centimes d'euros, tellement c'est ridiculement facile et rapide à faire. Quoi ? Il y a des skins qui coûtent 20 balles ? Attends, 100 balles ? 100 balles pour un truc qui est fait en 3 heures par un dev payé au SMIC ? Vous vous foutez de ma gueule ? Et, cerise sur le gâteau, des fois il peut arriver qu'on demande aux devs de ne pas mettre trop d'efforts dans un skin à 10 balles. Bah ouais, tu comprends, c'est que 10 balles. Donc bon, certes, multiplié par le nombre d'achats, ça va rapporter 500 000, mais bon, on va pas faire des efforts. C'est compliqué. On est dans une époque où les gens vivent dans leur nostalgie. C'est très facile de dire « Oui, mais avant, c'était pas ça. Il y avait pas de microtransactions. Avant, les jeux, ils étaient complètement finis. » Oui, et si on vous resserre exactement la même chose, ça va gueuler « Je veux pas de microtransactions. » À un moment donné, les jeux, ils coûtent de plus en plus cher. Mais compréhensible qu'un studio, il est pas le choix pour la majorité des gens. C'est un énorme luxe de s'acheter un jeu vidéo. Et obligé de mettre en branle des moyens plus alternatifs. Quand je suis rentrée sur un certain projet, j'ai détesté. C'est-à-dire que c'est un jeu, je dirais, profondément gangréné par la microtransaction. Et bizarrement, quand t'es dans un domaine artistique, t'essaies toujours de proposer ce qui est le plus sympa. Il fait vraiment beaucoup de trucs, des cosmétiques, surtout rapidement. C'est fait dire, il est peut-être trop ambitieux. Ça rentre pas dans un gamme de prix de ce qu'ils veulent proposer. Tu sais, l'indication, tu l'as pas, donc tu te donnes, tu te rends compte que, eux, en fait, ils veulent que je fasse des skins d'armes. Bah, cher. Et nos skins étaient toujours refusés parce que, ça avait l'air d'être trop cher. Nous, on était l'équipe B de l'équipe D. On faisait un petit peu les skins nuls, les trucs pour meubler et des trucs ultra payants. C'était l'équipe d'un autre studio qui s'en occupait. Et t'as arrivé du vrai de travail. Tu rentres dans une espèce de paranoïa et ça dégrade. Je l'ai poussé à faire toujours du à la chaîne. Il y a un moment donné où je renissais mon travail. T'as plus de passion. Et allez, puis je suis en mode, je vais aller travailler pour rien. Je serais pas fière de mon travail. J'ai une chance sur 2 de me le faire voler. Je vais pas prendre de plaisir à le faire. Ce que je vais soumettre, globalement, c'est nul. On a de la pression de dingue, c'est dangereux. Ça fait 1 mois et demi que mes skins ne sont pas sélectionnés. J'en ai pas un qui a été pris. Je vais me faire virer. Je fournis pas le travail nécessaire. C'est l'élan de pression. C'est moi, je le dis, depuis que je travaille là, je suis rendue sous les cachons. Je rentre chez moi, je suis déprimée. J'ai l'impression de ne pas bien travailler. Je n'aime plus ce que je fais. Et là, je parle des ajouts cosmétiques. C'est quelque chose qu'on retrouve à 95% pour les jeux en ligne. Et on va dire que c'est le modèle économique
Bon, c'est de l'arnaque aussi, mais c'est le modèle le moins crade parce que au moins ça n'affecte pas le gameplay. Les skins dans les jeux, les trucs qui servent à se démarquer des autres, ça va répondre aux besoins des joueurs du type je veux qu'on me remarque davantage dans le jeu parce que IRL je passe complètement inaperçu, donc je veux augmenter ma e-fame en portant un skin de Ned Jardin ou de licorne rose agrémenté d'une arme couverte de weed pour que tout le monde sache que je suis complètement crazy. Ouais, n'oubliez pas de toujours viser en premier les gens qui ont des skins payants, c'est la règle de base. Bon, alors évidemment, je caricature pour le rire, mais je ne plaisante pas quand je dis que les skins et l'apparence des personnages répondent à un véritable besoin des joueurs. Parce que un skin, à part pour voir une paire de miches s'agiter sous vos yeux ou flatter votre ego, dans une grande majorité des cas, même si c'est inconscient, et vous aurez beau me dire non, c'est pas vrai, je maintiens cette affirmation, vous ne les achetez pas pour vous, vous les achetez pour les autres. Vous les achetez parce que vous aimez imaginer ce que vont penser les autres de vous. Parce qu'un skin spécial sur son personnage dans un jeu en ligne, ça renvoie un message sur votre statut social, ça crée involontairement une hiérarchie entre vous et les autres joueurs. C'est la même raison pour laquelle dans World of Warcraft, tous les connards, dont j'ai fait partie, allaient AFK avec leurs grosses armures de kéké devant la banque d'Orgrimmar. Ils pourraient aussi AFK à l'auberge, là où ils réapparaissent, ou dans une ruelle, mais non, ils le font devant l'hôtel des ventes, l'endroit le plus fréquenté de la ville la plus fréquentée. C'est pas anodin, et c'est certainement pas du hasard, et ça les devs le savent. C'est pour gonfler votre ego. C'est un comportement qui existe déjà en vrai, hein, sinon les Met Gala et les autres trucs du genre là, ça n'existerait pas. Et cet écosystème social créé par la présence de skins rares encourage les joueurs à dépenser. Le fait d'être intégré socialement, ça va être important à tous les âges de la vie, à tous les stades de développement, mais c'est particulièrement important pour les jeunes, en particulier le fait qu'on soit intégré avec des pairs de notre âge, plutôt que nos parents. Si on s'intéresse au domaine du jeu vidéo, on peut voir des effets de structure sociale. La première, c'est la personnalité des joueurs. Est-ce qu'on va avoir des joueurs plutôt introvertis, extravertis, etc. La deuxième, c'est les relations entre les joueurs. Est-ce qu'ils se connaissaient déjà en dehors du jeu? Et si oui, quelles étaient leurs relations en dehors du jeu? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont rencontrées à l'occasion de la partie, par exemple? Et le troisième facteur qui va jouer là-dessus, c'est le jeu lui-même. À quel point est-ce qu'il va suggérer l'adoption de rôles sociaux par les joueurs? On connaît de mieux en mieux les raisons pour lesquelles on fait des achats en jeu, notamment chez les jeunes. Il y a le fait d'avoir du plaisir dans le jeu, de débloquer des avantages, etc. Mais ce que ces chercheurs appellent les expériences identitaires, ça va être le côté unique, la personnalisation. Est-ce que mon personnage ne ressemble qu'à moi et est-ce que je le trouve valorisant? Et ça va être l'intégration dans un groupe. J'ai un signe d'appartenance qui fait qu'on va pouvoir me rattacher à un groupe auquel il est valorisant d'appartenir. Ça peut prendre la forme des skins, d'avoir les mêmes couleurs, certains personnages qui vont aller avec le reste de l'équipe. Les besoins des joueurs, ils sont à l'image de la société. On veut tous être quelque part différents, être cool. Les jeux vidéo, ils ont évolué, il y a eu la globalisation, il y a eu l'intégration des franchises, l'arrivée des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui ont changé le comportement des gens. On ne peut pas ignorer ce genre de phénomène, c'est impossible. Donc vous êtes obligé de l'intégrer et de vous dire, ok, les gens recherchent un statut, donc vous allez l'intégrer pour répondre à ces besoins de la société de tous les jours. Si on prend des jeux qu'on connaît de Battle Royale, il y a tout un système qui est, je me compare aux autres, mes 4 copains, ils sont habillés en bleu, et moi je voudrais aussi la tenue bleue, bon bah elle est achetée, je vais l'acheter parce que je veux être cool avec eux. Mais une fois encore, la plupart des gens ne répondent pas à ces signaux, ça va être une minorité, mais effectivement, il y en a qui vont le faire et ça fait partie de la réflexion. Et les éditeurs, ils regardent vos enfants. Métaphoriquement, hein, bien sûr. Ils savent ce qui les excite. Métaphoriquement. Bah, bref, ils savent comment les presser de dépenser tout de suite. Parce que ne pas le faire tout de suite, c'est peut-être rater la seule occasion de le faire. Ça risque de disparaître, ce truc-là. Oh mon Dieu, où est ma carte de crédit? Oui, où est-ce qu'elle est? Et ça, maintenant, c'est ce qu'on appelle... FOMO, à la base, ça voulait dire Flavor of the Month, ou le goût du mois. C'était un terme qui était beaucoup utilisé dans les MMO quand les patchs venaient équilibrer les différentes classes un petit peu à coup de burin, ou en ajouter de nouvelles. Tu joues au jeu, le patch rajoute une nouvelle classe de personnage, le perso est incroyable, beaucoup trop fort, tout le monde se met à reroll pour le jouer. On appelle ça une classe FOMO, c'est-à-dire le truc hype du moment. Mais depuis quelque temps, FOMO, ça a une autre signification. C'est davantage utilisé pour dire Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose d'important. Et vous en croisez
tout le temps des FOMO, hein, parce que c'est devenu une mécanique aussi basique que les lootbox. Ce skin qui n'est disponible que 48 heures, cette offre spéciale de réduction qui disparaît dans 8 heures, cet événement spécial qui dure seulement une semaine. Je ne peux pas me déconnecter, je ne peux pas arrêter de jouer, je ne veux rien louper. C'est pour vous créer un sentiment de besoin et d'anxiété, d'urgence. Oh, mon Dieu, mais si je n'achète pas ce skin maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion de le faire. Comme ça, vous vous demandez même plus si vous avez besoin de ce skin. Vous ne pensez qu'au fait que vous risquez de le louper. Tout est fait pour vous empêcher de raisonner de manière rationnelle. Et le FOMO, ça marche super bien sur les gens parce que notre cerveau est plus réceptif à l'anxiété qu'au bonheur en quelque sorte. Et donc, on va plus être emmerdé par le fait de louper quelque chose que de gagner quelque chose. Le FOMO, c'est la crainte par anticipation de regretter de ne pas avoir fait quelque chose. J'ai une opportunité de faire quelque chose et si je le fais pas, je me dis « Ah, mais est-ce que je vais pas regretter ensuite de pas l'avoir fait ?» Et donc, ça va m'engager d'autant plus, ça va faire un ingrédient de ma motivation à faire ce comportement. Ça va être la combinaison de deux mécanismes principaux. Le premier, c'est l'effet un peu collectionnite. J'ai commencé une collection, si je m'interromps et que c'est une occasion irrattrapable, j'aurai gâché mes efforts et je ne pourrai jamais compléter ma série. Et le deuxième effet qui se rajoute pour le FOMO en particulier, c'est l'aspect social. La récompense obtenue, souvent dans les jeux, va être visible par les autres joueurs. Si je n'ai pas obtenu le skin, voire si j'ai pas débloqué le personnage jouable par exemple, ou encore parce qu'il y a un événement qui est associé au fait d'avoir cette récompense et qu'on va se dire bah mince, je vais manquer ce donjon-là avec mes amis alors que ça aurait été un bon moment, ils vont rire sans moi, ils vont peut-être se créer des références communes sans moi, etc. Souvent quand on imagine une addiction, on va penser à la quantité avec laquelle on consomme quelque chose. En fait, c'est pas du tout une question de quantité, on peut jouer énormément et pas du tout être addict au jeu par exemple. L'addiction, ça va être la perte de la liberté de s'abstenir. Donc c'est je n'arrive pas à me retenir. Ce à quoi on est addict, c'est une substance. Donc il va y avoir un effet physiologique du manque. Si vous prenez la même molécule pendant des mois ou des années, votre cerveau va diminuer la production de cette molécule pour faire un équilibre et éviter les overdoses. Ce qui fait que quand on prend pas la dose à laquelle le cerveau s'attend, il manque littéralement quelque chose et ça va provoquer des symptômes. Et ça marche encore plus sur les jeunes, parce que du coup, posséder un skin temporaire, ça veut dire j'étais là, j'étais présent, je fais partie de la communauté active de ce jeu. Ce besoin d'être là, de se sentir intégré, c'est un besoin vital. Ça fait partie de leur construction sociale en tant qu'adulte. Hein. C'est bien pour ça que des fois ils commencent la clope ou la vape alors qu'ils ont aucune envie réelle de fumer. Ou que tu les vois traîner à la sortie des lycées en groupe à discuter alors qu'ils préféreraient tous rentrer chez eux si tu leur demandais individuellement. Je reste parce que je ne veux rien louper. Je ne veux pas me sentir exclu. Les conséquences de l'exclusion, c'est des mécanismes qui vont s'exprimer de façon plus intense chez les mineurs. Si c'est notamment des pairs qui sont aussi avec lui à l'école, ça va avoir des conséquences quand même encore plus importantes que quand c'est des amis qui sont exclusivement des amis du jeu. Ça peut générer des troubles anxieux. Un des plus fréquents, c'est la phobie scolaire. Ça peut aller en intensité jusqu'au trouble du stress post-traumatique parce qu'il y a une perte de sens, il y a une perte d'identité. En fait, ça fait des millénaires et des millénaires qu'on fonctionne avec ce mécanisme-là. Il y a aussi tout simplement la conséquence de la perte de tous les effets positifs d'une intégration sociale. On perd plein de moments où on rit, où on s'amuse. Donc le simple fait de manquer cette occasion-là, c'est déjà suffisant pour un adolescent en formation de sa personnalité, de son identité, etc., pour qu'on observe des effets négatifs. Donc, si l'aspect cosmétique des microtransactions répond aux besoins de hiérarchie sociale, chaque microtransaction va répondre à un type de besoin bien particulier. Parce que le joueur a des besoins, il a besoin de s'amuser, il a besoin de dominer les autres, des besoins qui sont souvent naturels, hein, liés à notre nature d'être humain, mais qui sont souvent exacerbés artificiellement pendant le développement du jeu, en faisant exprès de rajouter ou plutôt de ne pas mettre certains éléments. Parce qu'un mot qui va très souvent revenir dans cette vidéo, je vous préviens, c'est le mot frustration. Parce que pour te donner envie de sortir ta carte bleue, paradoxalement, il ne faut pas que le jeu soit bien, entre guillemets, il faut qu'il soit imparfait. Parce que si le jeu était parfait, si le jeu te donnait ce dont tu avais besoin au bon moment, le bon skin pour changer ton look, la bonne compétence qui ajoute une nouveauté dans ton gameplay, le bon truc qui augmente tes dégâts de manière à ce que tu ne galères jamais, si le jeu n'offrait aucun ennui, etc. Parce que tu n'aurais pas besoin d'acheter du contenu en plus. Donc un bon jeu pour un éditeur, ça ne rapporte pas plus d'argent que le prix de vente initial. C'est pas intéressant. Donc pour te faire sortir ta carte bleue, il faut que le jeu soit incomplet. Il faut qu'il te manque une compétence. Il faut que faire un truc te demande trop de temps, que ça soit toujours un peu fastidieux. Tout doit être
pile un peu trop chiant et un peu trop dur. Il faut que ce perso super classe que tu voudrais soit bloqué, sauf si tu farmes 12 heures, chose que tu n'as pas le temps de faire. Bref, il faut que le jeu génère de la frustration. Votre carte bleue devient alors un pansement pour votre fun. Ah, oui, ok, ce jeu est frustrant, mais si je lâche 10 balles de plus, ben là, il sera bien. Un exemple connu dans ce genre, c'est Diablo Immortal, un jeu mobile, AAA, comme ils disent. Tu joues, tu t'amuses, tout va bien, et d'un coup, paf, les mobs deviennent débilement plus puissants, les armes et les loots plus rares. Ah ouais, c'est trop mal équilibré, les devs, ils ont fait n'importe quoi. Ce jeu est merdique. C'est lent, c'est mal optimisé. Non, justement, pas du tout. C'est justement très bien équilibré pour que tu passes à la caisse à ce moment précis. Le développeur crée le problème pour que tu achètes la solution. Et vous voyez l'effet pervers de cette logique, c'est que ça signifie que la simple présence de microtransactions veut dire que le jeu a été volontairement tronqué, ou plutôt déséquilibré dans sa création pour vous inciter à l'acheter. Parce que la présence de microtransactions, c'est pas quelque chose qui vient après le développement. Hein. C'est pas genre on fait notre super jeu et ah oui, oups, il faut rajouter des lootbox pour le rentabiliser. Non. Déséquilibrer volontairement un jeu, ça se fait pendant le processus créatif. Et là, d'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose d'hyper important et écoutez-moi bien sur ce passage-là. Travailler dans le jeu vidéo, c'est d'abord un métier de passion. Les devs, ce sont des gens passionnés. T'es obligé, parce que quand tu fais un taf où parfois on te demande de sacrifier tes vacances et tes samedis pendant 1 an et de faire des journées de 12 heures pour tenir une deadline, si t'étais pas passionné, personne ne bosserait dedans. Donc, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, ce n'est pas les devs qui mettent des microtransactions dans leur jeu. D'accord ? Les devs, ils aiment le jeu vidéo. Ils aiment que leur jeu soit bon, ils veulent que les joueurs kiffent le jeu. Donc, quand on leur demande de déséquilibrer le jeu volontairement pour vendre de la merde, ça les fait chier. Et parfois, même, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont découvrir que le jeu sur lequel ils ont bossé pendant 5 ans a un système de financement qui pue la vieille merde, en même temps que vous. Parce que, les services sont tellement cloisonnés et dispatchés dans les grands studios que, à part les boss, personne n'a de vision globale. En général, il y a souvent ce qu'on appelle un producteur ou un directeur stratégique. Une partie qui est plus l'interaction entre les artistes et les parties plus business d'une société. Ces gens-là vont réfléchir avec eux à qu'est-ce qu'on peut faire. Concrètement, est-ce que ça fonctionne? Une fois que cette étape-là est franchie, il va y avoir des discussions avec les équipes marketing pour s'assurer que les produits vont répondre aux attentes des joueurs. Et ensuite, les équipes financières, j'équilibre mes coûts et je suis rentable parce que c'est la première chose à laquelle il faut réussir. Alors voilà, bon, c'est bien beau de vouloir vendre des trucs, mais la question c'est comment on les vend. Au niveau de la méthode, on trouve 2 types de microtransactions. Les transactions directes, qui vous font acheter quelque chose contre de l'argent, genre Star Citizen, j'en parlais tout à l'heure, totalement has-been. C'est nul, parce que si c'est trop cher, les gens le voient. Et une autre méthode archi répandue et qui marche bien mieux pour plein de raisons, c'est celles qui vous font d'abord acheter les... Les monnaies virtuelles, c'est devenu le système par défaut sur les jeux en ligne. Pour en trouver dans le jeu vidéo, on peut remonter au début des années 2000, dans le petit monde des MMO, de l'avant World of Warcraft. On peut trouver des monnaies virtuelles sur Lineage, MMO coréen, ou encore sur Second Life, un jeu où vous pouviez vivre une seconde vie virtuelle. Second Life, c'est... imaginez-vous un peu les Sims, mais en ligne, et où 95% des gens sont des déviants sexuels. Dans ce jeu, vous pouviez déjà acheter des skins ou des modèles, plus ou moins... toujours aussi glauque, contre une monnaie virtuelle nommée le Lindell Dollar. Mais en vrai, ça existait bien avant le jeu vidéo, Je veux dire, quand vous allez dans un casino, vous jouez avec des jetons, pas avec des pièces. Quand vous allez dans une salle d'arcade, souvent, vous échangez votre argent contre des jetons. Finalement, c'est un peu le même principe. Alors, le principe des monnaies virtuelles, j'explique quand même, pour ceux qui y vivent au fond d'un trou, c'est que plutôt que d'acheter un skin qui coûte des euros, tu achètes d'abord une monnaie virtuelle. Et c'est cette monnaie virtuelle que tu vas dépenser en skin. Ça peut être des V-Bucks pour Fortnite, des crédits R6 pour Rainbow Six, des Robux pour Roblox ou du child porn pour Call of Duty. Y a pas un mec à leur service qui s'est dit que nommer ça CP c'était pas une bonne idée? Bref, cette monnaie virtuelle, c'est évidemment une technique de marketing bien pensée pour vous faire cracher un maximum de pognon. Parce que autant vous savez ce que vous pouvez acheter à Carrefour avec 10 balles, 10 balles, c'est concret, c'est du réel. Et si vous entriez dans un magasin pour acheter une tenue de licorne rose pour votre personnage Fortnite pour 10 balles,
ben vous y réfléchiriez à 2 fois, tiens, est-ce que ça les vaut, est-ce que c'est pas trop cher? Mais, est-ce que vous savez ce que vous pouvez acheter à Carrefour pour 3845 V-Bucks? Bah non, bien sûr que non, vous savez pas, parce que c'est une monnaie qui n'existe pas. Et c'est ça l'objectif principal des monnaies virtuelles, c'est de vous faire perdre toute notion de valeur. Sur tous les jeux, ces monnaies virtuelles, ce sont des grosses pièces dorées qui brillent sur votre écran, c'est du toc. Et du coup, sa valeur devient floue, abstraite. Alors, vous commencez à dépenser sans trop regarder. C'est la même raison pour laquelle, lorsque vous lâchez 10 balles de votre carte bleue, ça n'est pas 10 crédits Rainbow Six qu'on vous donne. Parce que ça serait trop facile pour vous de faire la conversion mentale. Donc ces monnaies, elles s'arrangent toujours pour que 8,23 € fassent 1250 V-Bucks. Comme ça, c'est impossible à calculer de tête. Et il faut aussi toujours que ça soit beaucoup plus élevé. Genre 10 balles égale 2500 crédits. Comme ça, t'as toujours plein de crédits. Parce que quand la monnaie virtuelle, elle a l'air d'avoir une valeur équivalente au franc CFA, les maths, ils perdent leur sens. Ça va être encore un effet amplifié par rapport à la vraie vie. En dehors de tout jeu, avec une carte bancaire, on dépense plus facilement qu'avec de l'argent en liquide. Donc c'est encore le même mécanisme de façon amplifiée pour les monnaies virtuelles. Les développeurs ont la possibilité de pas dépendre de banques puisque c'est leur propre monnaie, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller dans un raffinement très poussé sur toutes les mécaniques qu'on connaît déjà en économie pour les appliquer dans ce domaine. Typiquement tout ce qui va rendre les conversions plus difficiles, mettre des prix en 0,99 centimes plutôt qu'un prix rond. On a montré que effectivement ça nous fait dépenser plus. Les jeunes peuvent avoir un rapport à l'argent différent. Ils n'ont pas encore eu besoin de faire des dépenses de la même manière qu'un adulte. Payer des loyers, de payer des charges. La dépense d'argent pour le plaisir est beaucoup plus évidente et on va s'autoriser beaucoup plus facilement qu'un adulte. Souvent, les mineurs, c'est pas leur propre argent qu'ils dépensent, c'est celui de leurs parents. Donc forcément, en termes de freins, et de penser qu'ils vont freiner la demande, ça va pas du tout être les mêmes mécanismes quand c'est pour son propre argent. Et plus tu ajoutes de monnaie virtuelle, plus tu rends la valeur de ton argent floue. Dans Genshin Impact, tu peux acheter des cristaux Genesis contre de l'argent réel. Ces cristaux Genesis, tu les transformes ensuite en primogèmes. Et finalement, ces primogèmes, tu les transformes en vœux. Et ces vœux, ce sont des loot box. Tout ce bordel d'échange fait que quand tu tires un vœu au bout de la chaîne, il y a tellement eu d'intermédiaires et de taux de change différents que t'as plus aucune idée de combien tu payes en vrai. Et je parle de Genshin Impact, mais ça vaut parfaitement pour des trucs comme FIFA Ultimate Team, où le joueur doit jongler entre les FUT Coins, les FIFA Coins, les cartes, tout un bordel pour rendre tout ça un maximum confus afin de te faire perdre la valeur de l'argent. Accessoirement au passage, sur un truc plus terre à terre, c'est que les monnaies virtuelles, ça protège contre tout un tas d'aspects légaux, parce que acheter un objet contre de l'argent, c'est une transaction officielle. L'acheteur, il a des droits, le vendeur, il a des obligations, il y a de la TVA, etc. Alors que la monnaie virtuelle, on s'en branle! Et ce n'est pas fini, bien sûr, il n'y a pas une technique. Les microtransactions, c'est une multitude de petites techniques. Par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, mais les achats de packs de monnaie virtuelle ne s'alignent jamais sur les prix des skins ou des objets que tu veux acheter. C'est toujours genre, tu veux acheter ce truc qui coûte 8 €? Merde, c'est con, on vend seulement notre monnaie virtuelle par pack de 6 € ou de 15. Comme ça, tu as toujours un petit peu de rab de ton achat précédent, et tu vas toujours te dire, il me reste 200 crédits, un objet cool à 600 crédits, je pourrais juste rallonger un petit peu plus. Tous ces outils marketing étant évidemment le plus agressif dans les jeux destinés aux jeunes joueurs, que ce soit Roblox ou Fortnite, parce que ce sont les joueurs les plus susceptibles de perdre rapidement toute notion de valeur. En fait, on est encore sur un sous-mécanisme des effets d'engagement. Si j'ai un reste, finalement, après une opération, et que je m'en sers pas, il y a quelque chose de perdu, il y a quelque chose de gâché. Si je veux pas avoir de l'argent sur un porte-monnaie, des points de fidélité ou autres qui sont perdus, il faut que je fournisse un engagement supplémentaire finalement pour clôturer tout ça, de préférence tomber sur quelque chose de rond, où là on joue sur un autre de nos biais cognitifs, où on aime bien les cases bien propres, bien fermées, avec des catégories, des collections, etc. Mais si le monde du jeu vidéo s'était arrêté à ça, à uniquement des achats cosmétiques avec vaguement un système de monnaie virtuelle, on serait déjà sur Mars, il y aurait des voitures volantes, parce que, évidemment, la tentation est trop grande. L'argent est là, juste à portée de votre main.
En Asie, en fait, au départ, le business model était activement ce qu'on appelait du pay-to-win. On savait qu'il y avait des gens qui allaient financer le jeu et en ça, ils avaient un statut particulier et il fallait le reconnaître. Les produits qu'ils recevaient contre leur argent leur donnaient un vrai avantage. Au fur et à mesure du temps, les gens de différentes cultures ont beaucoup moins accepté ces approches. Pour eux, la notion d'équité était beaucoup plus importante. Après l'arrivée des premiers DLC de type armure de cheval dans Oblivion, la boîte de Pandore était grande ouverte. Et autant vous dire que niveau moralité dans les services marketing, ils auraient tous enculé Frodon pour lui prendre l'anneau. Dès 2007, l'année suivante donc du DLC de Oblivion, Dead Rising a commencé à vendre des armes et des armures contre de l'argent réel. Puis en 2009, c'est au tour de Call of Duty Modern Warfare 2, qui est au passage d'ailleurs le premier gros FPS à vendre des packs de cartes multijoueurs en DLC. Mais en vrai tout ça, c'est une poussière, c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce que sur PC, on se bat en se mettant des petites gifles comme ça là et en récitant des poèmes. La guerre, c'est sur le jeu mobile. Là, c'est la street. Et le jeu mobile, c'est le lieu de test parfait pour y implanter un modèle économique nouveau, justement parce que la plateforme est nouvelle, la base de joueurs est différente, consomme différemment et n'a pas les mêmes habitudes que la vieille base de joueurs sur PC et console qui, eux, sont toujours un petit peu réticents à ce genre de changement. Là, on a des beaux moutons tout neufs qui n'ont pas encore peur du berger. C'est excellent. Avec l'arrivée des smartphones et des jeux mobiles, le marché a pris une importance démesurée. Dans les années 2010, il y a même tout un tas de jeux vidéo traditionnels qui ont été annulés, parce qu'à ce moment-là, on se disait que les jeux classiques c'était has-been, que le futur c'était sur mobile. Il faut dire qu'en termes économiques, c'est pas loin de la réalité. Plus de la moitié des revenus générés par le média jeu vidéo dans son ensemble viennent des jeux mobiles. Donc autant dire que tous nos débats PS5, jeux PC, microtransactions, on est vraiment des cafards à côté. Et c'est surtout au niveau des jeux mobiles que le modèle des pay-to-win a explosé. Même si ensuite le terme a été rebrand pour mieux sonner aux oreilles. D'où l'invention du mot premium, qui veut littéralement dire le jeu est gratuit, mais il est mieux si tu payes le premium. Nique ta mère. Et les joueurs de jeux mobiles, c'est un peu les victimes parfaites pour les microtransactions. Ce sont en général des joueurs archi-casus, ils sont ultra majoritaires en Asie, notamment en Chine, le plus gros marché mondial du jeu vidéo. Ce sont des gens qui ne jouent pas trop à la maison, qui ne sont pas spécialement familiarisés aux problématiques du jeu vidéo, et qui s'en battent complètement les couilles de la moralité de craquer 5 balles dans un jeu tant que ça leur rend leur heure de métro pour aller bosser plus agréable. Et si on couple ça au fait que dans les esprits maintenant, un jeu mobile c'est forcément un jeu gratuit, donc c'est presque évident que ces jeux sont parfaits pour les microtransactions. Mais cela dit, faire un jeu mobile de type poule aux œufs d'or, c'est pas si facile que ça, parce que transformer un jeu mobile, ou n'importe quel jeu d'ailleurs, en un pay-to-win et convaincre les joueurs de dépenser de l'argent dessus, il faut d'abord les rendre accros. Donc, la base de la base, c'est quand même que le jeu soit bon. Créer des boucles de gameplay addictives, cet objectif, il peut être accompli de plusieurs manières. Le principal objectif, lui, restera le même, c'est de garder les joueurs sur le jeu. Proposer de l'adrénaline, un peu de dopamine et donc du plaisir. Dans le cas d'un jeu solo, ce sera le faire rester jusqu'à la fin de l'aventure. Dans le cas d'un jeu service, c'est la rétention dans notre écosystème afin qu'il puisse continuer à payer justement les services qu'on va lui proposer. Déjà, ça peut être une boucle de gameplay profond qui nécessite un niveau de maîtrise élevé. Le joueur va devoir la répéter de nombreuses fois afin d'en comprendre toutes les subtilités. Ça peut être très pratique d'avoir une boucle de gameplay profonde, notamment dans un jeu en ligne. Simplement la répéter face à d'autres joueurs, s'améliorer, va déjà proposer une grosse rétention pour l'écosystème et le joueur va rester longtemps, qui va donc prolonger cet émerveillement et cette attention. Une boucle de gameplay addictive peut être aussi très simple, un peu automatique, où le joueur n'a pas grand chose à faire, mais qui a énormément de contenu, qui rapporte par exemple énormément de récompenses. Et on le sait, donner beaucoup de récompenses aux joueurs, créer un petit boost de dopamine dans le cerveau, et finalement parfois suffit et supplante la profondeur d'une éventuelle autre boucle de gameplay. Dans tous les cas, pour la rétention de l'utilisateur, il va falloir une boucle de gameplay addictive, mais cette addiction peut apparaître sous plusieurs formes. Soit de la profondeur, la volonté de maîtrise, du dépassement de soi, soit la volonté d'engranger des récompenses et toujours avoir mieux en termes d'équipement, de statistiques et autres. Les jeux mobiles vont donc appliquer la technique classique du vendeur de crack, c'est-à-dire la première dose est gratuite et le vendeur est souriant. En général, quand vous lancez un jeu pay to win ou un freemium, que ce soit du Raid Shadow Legends ou du Clash of Clans, vous n'avez jamais besoin de dépenser
quoi que ce soit pendant toutes vos premières heures de jeu. La progression des premiers niveaux vont vite, le jeu est rapide, tu débloques plein de trucs, c'est agréable, tu t'amuses, parce que il faut gagner ta confiance, parce qu'on veut que tu restes, on veut que tu t'amuses, que tu deviennes accro. En termes de jeux vidéo, on appelle ça la rétention. La rétention, c'est critique. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller acquérir un nouveau joueur. Le marché est juste énorme. Si vous prenez le marché du PC, sur Steam, il y a 19 000 jeux qui sont sortis l'an dernier. Donc il y a une vraie compétition, et sur les jeux mobiles, j'en parle même pas, c'est un enfer. Donc c'est très dur d'acquérir des joueurs. Et donc dès qu'on a acquis un joueur, c'est plus facile de se dire je vais le garder, je vais faire en sorte qu'il reste avec moi. Ce joueur, il va participer à une communauté, il va apporter, on parle même pas ici des notions financières, mais la participation active. Il va parler sur des forums, il va échanger, il va parler à ses copains. C'est un élément qui vous permet de faire ce qu'on appelle l'acquisition organique, d'aller rechercher des gens à l'extérieur. Donc ça va créer des communautés, des gens qui vont jouer ensemble, des gens qui vont rester dans l'économie de votre jeu, qui vont participer et qui vont être en plus adaptés au modèle économique. Avant, on achetait des boîtes 70 €, c'est une barrière à l'entrée qui élimine des gens. En fait, il y a des gens qui peuvent pas se permettre ce genre de choses. Les gens vont très vite, changent très vite. Ils ont une diversité d'offres qui est juste hallucinante. Alors qu'avec des modèles économiques plus smooth, on peut vendre des choses à 3 €, 4 €. Et donc forcément, quand vous avez quelqu'un qui a montré déjà une première appétence à votre jeu, vous allez forcément essayer de le garder, de le maintenir avec vous le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est un standard, la gratuité. Tout le monde utilise Google, utilise WhatsApp. Donc la gratuité fait partie de la façon dont on intègre le monde aujourd'hui. Et donc on ne peut pas arriver avec des modèles où économiquement on va demander 10 € upfront, etc. Si on sort un peu des microtransactions, aujourd'hui les gens sont fans des abonnements. Xbox Game Pass, je prends le PlayStation Plus, je prends Arcade, j'ai plein de jeux pour un certain prix. Donc on a un vrai biais avec la gratuité aujourd'hui, avec la quantité de choses pour peu d'argent dépensé. Et ça, c'est vraiment à l'image de la société qu'on a, quoi. Donc, il faut retenir les joueurs, parce qu'un joueur qui continue à jouer, c'est potentiellement un joueur qui pourra éventuellement dépenser plus tard. Et surtout que, même si c'est seulement 1 ou 2% des gens qui dépensent de l'argent au final, plus tu retiens les joueurs, plus tu fais grossir ta communauté. Et donc, mathématiquement, plus ces 1 ou 2% représenteront un grand nombre de gens. Mais la rétention, c'est aussi pour une autre raison. C'est que si le jeu vit sur ses utilisateurs payants, il a aussi besoin de ses utilisateurs gratuits. Voyez ça un peu comme une chaîne alimentaire, surtout sur les jeux avec du PVP. Les utilisateurs gratuits, c'est le plancton. Les utilisateurs payants, c'est les baleines. Si votre jeu est un sale pay-to-win dégueulasse, le plancton, qui représente 95% de l'océan, va se barrer et changer de jeu. Et les baleines vont mourir de faim. Ou plutôt s'ennuyer, si j'arrête les métaphores bizarres. C'est la même raison pour laquelle le matchmaking doit être parfaitement équilibré. Un joueur gratuit ne doit pas se faire rouler dessus de manière absurde par un joueur payant. Sinon, il trouvera ça injuste et arrêtera le jeu. Il faut que l'avantage d'être un joueur payant soit assez gratifiant pour celui qui choisit de le payer, mais pas assez flagrant pour te dégoûter quand tu n'es pas un joueur payant et que tu tombes sur quelqu'un qui l'est. Bref, il ne faut pas non plus dégoûter les utilisateurs gratuits. Le jeu ne doit pas être injouable sans dépenser de l'argent. La notion d'équilibrage entre la gratuité et le payant, c'est hyper complexe. Si jamais il y a trop de pay to win, les gens vont se plaindre, et si les gens se plaignent, il n'y a pas de rétention, ils vont quitter et on va perdre le jeu. Tant qu'on n'est pas complètement lancé au niveau du produit, on va faire des tests sur des populations, on va demander à des gens de participer, de faire des tests, et une fois qu'on est en phase de prod, on va faire des erreurs. C'est impossible d'être parfait. Ce qui est important, c'est de faire sentir à la communauté que vous intégrez leur retour et que vous ajustez pour que la friction soit minimum possible, parce que perdre des joueurs, c'est ce qu'il y a de pire pour n'importe quel jeu, quoi. Donc, on l'a vu, équilibrer un jeu comme ça avec du PVP, c'est pas facile. Mais même en PVE, c'est aussi dur. Et on a quelques exemples de jeux qui ont été complètement détruits par l'arrivée des microtransactions. Je vais prendre l'exemple d'un jeu mobile très connu, sorti en 2009, c'est Plants vs Zombies. Un jeu que tout le monde connaît sans même y avoir joué, hein. C'est un tower defense simple mais addictif, avec un gameplay abordable, mais en même temps assez riche et complexe pour faire du jeu un succès absolu. La presse adore, les joueurs adorent, et évidemment tout ça s'est retranscrit par un succès commercial retentissant alors que le jeu était pourtant payant. Si retentissant qu'il attira le regard de Electronic Arts.
Et ce bruit de scratch est très étrange parce qu'on n'a pas de vinyle ici. Revenons à nos moutons, donc Electronic Arts renvoya le créateur originel du premier jeu parce qu'il n'était pas disposé à embrasser la sacro-sainte microtransaction. Et Plants vs Zombies 2 fut fourré jusqu'à la gorge d'autant de microtransactions qu'il était techniquement possible de faire. Une multiplication du nombre de plantes complètement dingue, certaines ne s'obtenant que par de l'argent réel et d'autres contre de l'argent in-game, et même si la monnaie in-game peut se farmer comme sur n'importe quel freemium, vous pouviez évidemment vous épargner des heures et des heures et des heures d'efforts en échange de quelques billets. Alors certes, la presse en dit du mal, le public a chié dessus, mais comme toujours, du point de vue de EA, c'est rentable. Le jeu a atteint en 2 semaines l'équivalent des revenus du premier jeu en 4 ans. Et c'est toujours ça qu'il faut voir dans ces cas-là. On a beau faire tout un radam sur « oh là là, ils ont une mauvaise image », ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils nagent dans le fric, ils nagent dans votre fric. Ils en ont rien à foutre de leur image. L'image, ça impacte quasiment pas les ventes parce que les 3/4 des gens, ils participent pas au débat sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils ignorent complètement ce genre de problématique. Et même ceux qui s'y intéressent, Internet a la mémoire tellement courte. Il suffit de faire un truc bien une fois pour que tout soit oublié. Et d'ailleurs, pour revenir à Plants vs Zombies, c'est pas parce qu'ils ont sorti un deuxième jeu avec des microtransactions fourrées jusqu'au cul qu'ils allaient oublier le premier. Il fallait lui aussi le rendre encore plus rentable. Donc le jeu a été bourré de pubs. Des pubs avant les niveaux, des pubs après les niveaux, et même des pubs pendant les niveaux. Et là, c'est un truc de dingue. À la fin de chaque niveau, le jeu vous force à jouer à un autre jeu mobile en espérant que vous l'aimiez et que vous le téléchargiez. Donc voilà, Plants vs Zombies 2, c'est un bon exemple de jeu qui a un peu trop frotté avec la barrière du pay to win. Il y en a plein, mais les jeux évitent en général quand même ce genre de choses maintenant parce que même si ça impacte pas dramatiquement les ventes, sur le long terme, ça peut être un problème. Et comme on en a parlé tout à l'heure, te demander de sortir la carte de crédit et de payer avec aucune autre alternative, c'est pas possible. Faire ça, ça ferait fuir les joueurs et c'est pas le but. Donc, il a fallu trouver tout un tas d'autres pratiques plus discrètes, un peu sournoises, dont la première, c'est le pay to fast, ce terme ingénieux pour ne pas dire qu'on fait du pay to win. Le pay to fast, c'est payer pour aller vite, pour progresser plus vite. Alors que le pay to win, c'est payer pour gagner. Dans un jeu multijoueur ou un jeu service, s'il y a des microtransactions qui ne sont accessibles que par la boutique et que ces microtransactions impactent votre gameplay et donc votre puissance, à talent égal, celui qui a payé ces microtransactions sera donc statistiquement plus fort que celui qui n'a pas payé avec son argent réel. Ça, c'est du pay to win. Le pay to fast, le contenu qui va permettre d'avoir une puissance additionnelle est accessible à tous. Celui qui paye l'aura directement. Celui qui ne paye pas devra y consacrer du temps, généralement de farm, pour l'obtenir. Évidemment, ce terme arrange bien les éditeurs et les développeurs qui font du pay to win, puisqu'ils appellent leur jeu pay to fast. Simplement, pour acquérir les matériaux que moi j'ai achetés avec mon argent réel, il va falloir, y passer sa vie entière. Or, je considère en tant que développeur que, du temps de vie, déjà, c'est précieux. Et en plus de ça, le temps de vie qu'on passe devant un écran est limité et ce doit être intéressant pour moi. Dénaturer la progression d'un game design pour rendre ces choses payantes avec de l'argent réel quasiment impossible à avoir sans un temps absolument interminable à répéter des choses inintéressantes, pour moi, c'est quand même un pay to win. Je pourrais l'acquérir avec du temps, mais si on imagine que le temps de vie, c'est de l'argent, alors finalement, je vais aussi, moi aussi, payer plus que ce que j'aurais dû dans un jeu normal pour obtenir ces récompenses. Voilà pourquoi, pour moi, le pay to fast est en fait, de manière ingénieuse, une version cachée du pay to win. Ce ne sont pas les éditeurs et les développeurs qui ont totalement inventé ce terme. Les joueurs eux-mêmes se sont mépris à commencer à faire la différence. Il n'y a pas de différence. Vous aviez un game design, on a retiré des récompenses, on a dénaturé cette progression pour vous faire passer plus de temps devant un jeu avec des choses moins intéressantes à faire pour obtenir cela. Vous avez donc payé par du temps ou de l'argent. Donc, le pay to fast, c'est une sous-catégorie du pay to win. Oh, ce niveau ou cette instance, c'est super, mais je l'ai déjà fait aujourd'hui et je pourrais recommencer que dans 24 heures. Sauf si tu lâches quelques pièces pour accélérer. Et là, j'ai construit une caserne sur ce super jeu et je vais pouvoir produire plus d'unités. Mais je construirais bien une armurerie, mais c'est bloqué. Sauf si tu lâches quelques pièces pour accélérer. Et puis ce coffre là, j'en ai ramassé 10, mais je peux en débloquer un que toutes les 3 heures. Sauf si tu lâches quelques pièces pour accélérer. Et puis aussi là, il y a cette super classe qui vient de sortir, elle est super jolie, le gameplay a l'air trop cool, mais elle est bloquée. Va falloir que je fasse. Sauf si tu lâches quelques pièces pour accélérer. Oui,
tu pourrais farm pendant 12 heures de jeu de la monnaie in-game pour te payer cette super chose. Mais est-ce que ça vaut vraiment 12 heures de ton temps ? Ou est-ce que ça vaut 7,99 €? Bref, le Pay to Fast, c'est un modèle économique qui a bien compris que si le temps c'est de l'argent, alors l'argent c'est du temps. Et quand vous êtes un adulte, votre temps est souvent plus précieux que votre argent. Et de Clash of Clans à Clash Royale ou quelques jeux mobiles à la con que ce soit dont vous avez déjà probablement vu des intégrations sur cette chaîne parce que malheureusement c'est eux qui ont du fric, le vôtre, on trouve du Pay to Fast dans beaucoup de jeux. Je veux dire, dans Dungeon Keeper Mobile, le remake d'un jeu que j'adore, c'est littéralement Satan qui essaye de vous faire acheter de la monnaie in-game. Waouh, ouais, c'est assez honnête. Et ils sont malins, ils savent comment vous habituer progressivement à l'idée de claquer du pognon. Puisque, on l'a dit, hein, dans les premières heures du jeu, tu n'as généralement pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Tu t'amuses. Et non seulement tu t'amuses, mais tu t'amuses gratuitement. Et ça reste dans ton esprit quelque part. Je m'amuse et je n'ai rien payé. Donc, le moment où tu vas être tenté de payer parce que le rythme du jeu commence à ralentir doucement, eh bien, le fait que le jeu soit gratuit, ça va te servir d'argument pour t'auto-convaincre. Bah après tout, je peux bien lâcher 5 balles. Je m'amuse sur ce jeu gratuit depuis 10 heures déjà. C'est rentable. Et après, la machine est lancée. Hein. Le développeur va peu à peu ralentir ta progression. Au bout de quelques heures, le jeu te demandera d'attendre. D'abord quelques secondes pour faire certaines actions, du genre pour ouvrir un coffre ou construire un bâtiment. Puis, plus tu progresses, plus ça va être quelques minutes. Puis des heures entières. Mais c'est pas grave, parce que tu peux supprimer cette attente et arranger tous tes problèmes en dépensant... quoi ? 1 €, 2 €. C'est rien du tout. Et ça, c'est super important, hein, cette progression, cette montée lente. Au début, lâcher un tout petit peu d'argent va débloquer énormément d'avantages. C'est la première dose payante, c'est juste pour vous faire franchir le pas. Et ça y est, vous avez dépensé. Vous avez rentré votre carte de crédit, validé sur votre téléphone, mis les 3 petits chiffres de validation. Mazel tov! Bienvenue dans le monde des joueurs payants! Le marketing, c'est de la psychologie humaine. Il y a beaucoup de psychologues qui se sont penchés sur la question et on a aujourd'hui beaucoup de détails des différentes techniques pour soudoyer le cerveau humain afin qu'il procède à des achats. Le pied dans la porte est un des outils prônés. Le plus difficile, c'est d'ouvrir la porte à l'achat pour le joueur, de déverrouiller sa culpabilité psychologique pour obtenir une microtransaction, un pack ou un service. Une fois qu'il a payé une première fois, il sera plus enclin à faire d'autres achats. C'est de mettre le pied dans la porte, d'ouvrir la porte, mettre le pied et qu'elle ne se referme jamais. Une offre de bienvenue, un pack de démarrage, un starter pack, pack de débutant qui est peu cher et qui est une offre imbattable, ultra rentable. Elle ne se refuse pas. Le joueur serait trop bête de ne pas acheter ce petit pack pas cher pour bien démarrer son aventure avec de superbes avantages. En fait, cette offre, elle n'est pas destinée à renflouer les caisses du développeur ou de l'éditeur. Elle est simplement là pour déverrouiller la culpabilité psychologique de l'acheteur, lui faire faire un premier achat afin de mettre le pied dans la porte des dépenses et qu'après il soit plus enclin à effectuer les suivants qui, eux, seront basés sur son addiction, sa frustration, seront généralement beaucoup moins intéressants, mais le mal est fait, le pied est dans la porte. Mais vous vous en doutez, ce fléau du pay to fast n'est pas resté que sur mobile, hein, ça serait bien trop agréable. Et quand c'est arrivé sur PC et console, les joueurs n'ont protesté que mollement, hein, voyant leur colère souvent étouffée par des arguments du type « Oui, mais tu peux farm de la monnaie in-game pour acheter la même chose », en oubliant au passage de dire hein, que le farm en question représente souvent des centaines d'heures de jeu. Un des cas les plus connus, c'est Star Wars Battlefront 2, jeu excellent dont j'avais adoré le mode solo, notamment parce que tu peux jouer côté Empire et je trouvais ça vraiment cool. Mais bien sûr, le focus du jeu était évidemment son mode multijoueur qui, outre les piou-piou dans l'espace, proposait de s'affronter avec des dizaines d'autres joueurs sur des cartes gigantesques et d'avoir la possibilité de jouer un héros. Incarnez Luke, Obi-Wan, Padmé ou Dark Vador et soyez donc le héros au milieu de ce tas de limaces incompétentes qui vous entourent. Sauf que pour ça, il va falloir farm comme un enculé hein, pour avoir le droit de les jouer. Et Battlefront 2 est pour beaucoup resté dans la mémoire comme un infâme système de progression, mélange de grind complètement délirant, vous demandant de farm des compétences et des améliorations, hein, ces fameuses star cards qui sont absolument indispensables pour progresser, le tout pour chacune des classes
classes du jeu, sur fond de jeu de hasard en plus, puisque en plus du grind, il fallait aussi avoir de la chance avec les loot box. Alors effectivement, oui, tu peux aussi farm de la monnaie in-game pour acheter la même chose, sauf qu'il fallait plus de 4600 heures si on voulait vraiment débloquer le jeu en entier. 4600 heures! C'est 191 jours et 16 heures sans dormir, ni boire, ni manger, ni pisser. Les jeux vidéo, à la base, il y a énormément de mathématiques dedans. Les gens voient toujours l'aspect très créatif, les images, la beauté, etc. C'est vrai, mais il y a énormément de mathématiques derrière. Il y a beaucoup de questions d'équilibrage, il y a beaucoup de fichiers Excel où on fait des comparaisons. Et donc, on va essayer, une fois qu'on a tous ces éléments-là, de les convertir en temps. Et après, la notion temps-argent, il n'y a pas de formule magique, en fait, sur les choses. On va juste partir d'hypothèses, regarder. Mon expérience, elle est gratuite. Mes coûts de développement, c'est tant de milliers, tant de millions d'euros. Il faut que je génère tant de revenus. Je pense que sans livrer de secrets fabuleux, en général, on se plante beaucoup parce que les gens vont réagir différemment que ce que vous attendez. Et donc, c'est beaucoup d'études de ce que les gens font et d'ajuster et d'ajuster. On part avec des hypothèses et on les adapte au fur et à mesure. 4600 heures ou beaucoup de pognon. Et donc, un bon gros pay to fast avec des relents de pay to win. La frustration des joueurs sur un jeu a rarement été aussi haute qu'avec Battlefront 2. Un moment célèbre d'ailleurs, et lorsque un joueur sur Reddit s'est plaint de ne pas pouvoir jouer Dark Vador alors qu'il avait payé le jeu 80 balles. Et il s'est vu répondre par un employé de chez EA: oui, alors on voudrait que vous méritiez les héros et que vous ayez un sentiment de progression. Ainsi, vous avez choisi la mort. Ce post a été dislike plus de 660 000 fois. C'est le record absolu sur Reddit. Bravo EA. Le bordel autour du jeu atteindra un tel stade qui débordera même du cadre du gaming et sera à l'origine du lancement d'une enquête en Belgique sur les lootbox qui seront associés à des jeux de hasard, ce qui aboutira plus tard à leur bannissement de certains Battle Pass, notamment dans Overwatch. Voilà, alors notez cela dit que EA fera machine arrière après l'énorme bordel autour de Star Wars Battlefront 2 et les microtransactions seront finalement retirées du jeu. Et que là, le jeu est en train de revenir en force depuis quelques semaines. Mais j'ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai prononcé le mot lootbox. On en parle 2 secondes des lootbox quand même? Les microtransactions, au fil du temps et des évolutions du jeu vidéo, ne cessent de changer, ou plutôt de muter, comme un cancer métastasique. En 2010, Valve, tels les rois mages du caca, nous apportera un super concept trouvé dans d'obscurs jeux coréens inconnus en Occident, mais qui finalement, quand ils pensent, ça existe depuis les cartes Magic, ou même les jeux à gratter. En fait, c'est exactement le même principe que les lootbox. Et le principe, c'est génialissime. Plutôt que de payer pour avoir quelque chose, maintenant, tu payes pour avoir un objet qui te donne seulement une chance d'avoir quelque chose. Donc potentiellement, si t'as pas de chance, tu peux en plus payer pour rien. Donc il te faut repayer derrière. C'est du génie. Même un mec qui vend de la drogue aux collégiens à la sortie de leur bahut, il a au moins la classe de leur donner vraiment la drogue. Là, c'est comme si le mec prenait l'argent, faisait tourner une roulette et te disait: ah ben c'est dommage Tibéo, mais tu peux toujours racheter une chance d'avoir peut-être la drogue pour laquelle tu as payé. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie du principe des lootbox en fait. Donc, comme je disais, c'est en 2010 sur Team Fortress 2 que les lootbox arrivent sur le jeu, venant récemment de basculer en mode free-to-play. Ce système sera évidemment vite repris et perfectionné par Lucifer en personne, à savoir Electronic Arts, notamment sur la version multijoueur de Mass Effect 3, avec la possibilité d'acheter des boîtes en échange de quelques sous-sous pour débloquer des skins, des armes et des nouvelles classes en jeu, histoire de pas avoir besoin de farmer des centaines de parties. Mais Mass Effect 3, en vrai, était un ballon d'essai pour la version complète de la lootboxisation, qui sortira avec Battlefield 4, qui verra l'arrivée des Battle Packs, des genres de lootbox plus, dans lequel on trouve toujours des skins d'armes, ce qui est pas très grave en soi, mais en plus maintenant également des boosts d'XP, un vrai avantage in-game, et surtout des accessoires attachés aux armes dont certains ne sont disponibles uniquement que dans ces Battle Packs. Mais pourquoi faire ça ?
les lootbox? Eh bien, c'est du génie démoniaque pour deux choses. La première, on l'a déjà évoqué, c'est un point d'importance crucial pour les jeux, il faut retenir les joueurs. On l'a vu avec le cas Battlefront 2, parfois équilibrer le temps de farming nécessaire pour acheter un item avec un système de points fixe, même sans rien acheter, c'est assez difficile et les joueurs peuvent vite se frustrer et s'énerver de l'idée de devoir grind pendant des jours ou des semaines lorsque l'objectif est trop lointain. Ils risquent de simplement quitter le jeu et un joueur qui quitte le jeu, c'est un joueur qui n'achètera plus rien. Puisque c'est un client potentiel. C'est quelqu'un qui peut permettre de financer le jeu. Faut faire attention parce qu'en fait les lootbox c'est quand même un truc qui est très scruté. À la base c'est venu d'Asie, c'est venu de Chine. Mais même aujourd'hui en Chine il y a déjà des contraintes. On peut pas avoir qu'une monnaie virtuelle par exemple dans un jeu, il faut plusieurs monnaies virtuelles. C'est pour ça qu'il y a des lootbox en fait. Oui elles sont présentes, mais si vous regardez en fait c'est quand même de moins en moins présent. La notion de surprise disparaît de plus en plus de jeux. Vous avez beaucoup plus de certitude. C'est des modèles qui ont certains biais et sont pas forcément aussi acceptés que c'était il y a quelques années. Il faut pas juste penser le législateur français ou européen, c'est des législateurs mondiaux. On sait qu'aujourd'hui la lootbox c'est mal perçu, ça fait partie du bad buzz, donc on est obligé de l'intégrer dans la réflexion. On peut pas dire ok je continue avec un modèle économique que les gens rejettent, c'est pas possible. Donc l'objectif absolu c'est quoi? Je l'ai dit, c'est de retenir les joueurs en leur faisant suffisamment plaisir avec le système de récompense quel qu'il soit, mais en les frustrant assez pour qu'ils soient tentés de sortir leur carte bleue. C'est un équilibre qui est très dur à atteindre. Et les lootbox, c'est parfait pour ça. Rappelez-vous de la métaphore des bonbons en début de vidéo. Il faut que les bonbons soient placés de manière régulière sur le chemin du joueur. Si le bonbon est trop loin, il va se décourager. S'il y a trop de bonbons, il va finir le jeu et il aura plus faim et il partira. Et donc les lootbox, qu'est-ce que c'est? C'est 5% de chance, voire moins, d'avoir ce que vous voulez. Et 95% de chance d'avoir de la merde ou un truc que vous ne voulez pas. Donc, ça veut dire qu'avec ce système, on peut vous filer presque 10 fois plus de bonbons à mettre sur votre chemin, sans risquer que vous finissiez le jeu trop vite. Vous aurez beau ramasser en boucle des bonbons goût poireau citron ou vert menthe cassis, c'est pas grave parce qu'il y aura des bonbons toutes les 5 minutes. Parce que les lootbox, c'est fait pour qu'on vous en file beaucoup et tout le temps. Le prochain bonbon est toujours juste à votre portée, donc vous ne vous arrêtez jamais jusqu'au moment où vous vous direz « Oh mais attends, c'est bon, je vais acheter 100 bonbons d'un seul coup !» Non c'est diabolique, il n'y a pas d'autre qualificatif. Et la deuxième chose pour laquelle les lootbox sont un outil incroyable pour les microtransactions, c'est qu'ils font complètement vriller vos circuits dopaminiques. La dopamine, c'est une hormone, une molécule chimique qui est fabriquée par le cerveau et qui va servir de moyen de communication entre d'autres neurones. Quand on parle de la dopamine, on parle d'hormone du plaisir, mais en fait, c'est encore plus une hormone de l'engagement. Elle intervient dans les circuits de plusieurs fonctions cognitives. Celui auquel on pense le plus, qui est le plus connu, c'est le circuit de la récompense. L'organisme, il en produit naturellement. On a des neurones qu'on appelle dopaminergiques, donc qui génèrent de la dopamine, qui sont au niveau du tronc cérébral, tout au milieu du cerveau, en haut de la moelle épinière, qui vont produire naturellement de la dopamine. À chaque fois qu'on active une fonction, elle va se rendre dans ce qu'on appelle les synapses, qui sont les connexions en fait entre des neurones, et c'est ça qui va provoquer des réactions, de la récompense quand on est à cet endroit du circuit, de la mémoire, de l'attention, de la motivation pour prendre une décision, etc. Donc on en produit naturellement sans avoir rien à faire, mais c'est surtout sa distribution, le fait qu'elle se déclenche dans les synapses, qui là va être provoquée par nos interactions avec notre environnement, ou par des effets chimiques, quand on pense à la consommation de drogue par exemple. Les meilleures sources de libération de dopamine, c'est celles qui sont innées. La nourriture, le sexe, l'activité physique, accomplir un objectif, un contact social, etc. On en a aussi un très grand nombre qui sont acquises, le fait de recevoir de l'argent par exemple. Dans les deux cas, l'effet il est le même, c'est qu'une fois qu'on a compris que quelque chose nous donnait de la dopamine, quand on arrive en anticipation de ce stimulus, notre cerveau va commencer à produire de la dopamine, mais il va pas encore se libérer dans les synapses et donc donner le sentiment de récompense. Sauf que comme il l'a déjà produite, la dopamine elle est déjà libérée, mais on n'a pas le droit au sentiment de récompense. C'est notamment ce qui joue dans l'effet de manque, et c'est ce qui explique cette frustration. Et cette hormone du bonheur auquel votre cerveau peut devenir accro, eh bien, en dehors des 3 méthodes précédemment évoquées, il existe 2 autres façons de dépasser artificiellement ce plafond de dopamine. C'est 1. La drogue, ou 2. Le casino. Et tiens, c'est marrant ça, non? Ces couleurs flashy, ce moment de tension juste avant la révélation du résultat dans l'ouverture des lootbox, est-ce que ça ressemble pas à un autre truc de la vie réelle? Oh! Bingo!
les lootbox sont faites pour stimuler exactement les mêmes zones de votre cerveau que si vous étiez assis devant une machine à sous dans un casino. Et je ne parle pas seulement du contenu de la récompense, mais de la manière dont cette récompense arrive. Et vous le savez parce que toutes les lootbox utilisent le même genre de manipulation psychologique. Cette animation flashy qui se déclenche quand vous appuyez dessus, suivi du petit moment suspendu de tension juste avant que les loots ne s'affichent, la musique qui s'emballe, puis la petite explosion de feux d'artifice. Est-ce que les feux d'artifice sont bleus? Non, non, c'est du doré? Oh my god, un loot légendaire? Ah oui, la musique, le son est satisfaisant, les loots s'affichent devant vos yeux. Non seulement les ouvertures de lootbox font jouir votre cortex, mais même regarder quelqu'un ouvrir des lootbox font jouir par procuration. C'est pour ça qu'on a autant de vidéos d'ouverture de lootbox sur YouTube. Et c'est pour ça que les ouvertures de boosters de cartes Pokémon ont autant explosé à une période. C'est exactement la même chose. Un booster, des couleurs flashy, le petit moment d'incertitude avant de montrer la dernière carte. Et ça marche autant parce que les moments d'incertitude extrême, c'est les moments qui excite le plus votre taux de dopamine. La production de dopamine qu'on va observer dans des opérations comme jouer au casino par exemple, comme souvent ça va être une combinaison de plusieurs mécanismes à la fois. Le premier c'est l'effet aléatoire. C'est un effet qui relève de ce qu'on appelle le conditionnement opérant et c'est un effet qui marche sur les humains de tous âges mais sur d'autres animaux aussi. Ça marche sur les pigeons par exemple. L'aléatoire c'est ce qui va nous faire réitérer le plus un comportement. Si quand je fais quelque chose j'ai toujours une récompense, le jour où j'ai plus de récompense je me dis ah bah ça marche plus donc je peux arrêter. Et si à l'inverse j'ai jamais de récompense, je me dis bah ça ne sert à rien donc je recommence pas. Par contre, quand je ne sais pas à quelle fréquence je vais avoir une récompense, je peux réessayer la fois suivante parce que peut-être que la fois suivante j'aurai cette récompense. Et le deuxième, c'est l'effet source de plaisir inné qui se combine de partout, les sons, les lumières, les couleurs, les jingles, où ça c'est déjà des récompenses et donc avant même d'avoir le résultat qui va réellement nous dire si on a une récompense ou pas, on nous donne plein de fausses récompenses déjà en avance. Donc c'est vraiment la combinaison de ces deux mécanismes qui va donner des effets qui peuvent pas dépasser les seuils de production physiologique naturelle comme avec une drogue, mais par contre qui vont être au maximum de ce que le corps peut produire dans son état naturel. Alors évidemment, je ne peux pas parler de tout, mais par contre on peut fusionner les maladies, parce que dans le monde du marketing, même votre cancer peut avoir le sida. Je pense forcément aux différents systèmes des jeux, comme NBA 2K, ou à la série des WWE, ou à l'infâme système de cartes de FIFA, qui vous permettent d'acheter des lootbox qui contiennent des packs de cartes offrant des joueurs avec potentiellement des meilleures stats que vous pouvez utiliser dans des matchs en ligne. Donc là, on n'est plus dans du cosmétique, c'est littéralement du casino par-dessus du pay to win. D'ailleurs, c'est qui fait les FIFA? Ah oui, c'est la même boîte que là où c'était Satan qui me proposait d'acheter de l'argent in-game. Donc voilà, les lootbox, c'est parfait. C'est le système quasi ultime pour faire consommer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre objectif, c'est de fidéliser, de retenir les joueurs pour les garder comme clients potentiels. Eh bien, par-dessus ce pay to fast et ces lootbox, on a greffé un autre système que Fortnite a totalement révolutionné en 2017 à tel point que maintenant c'est dans tous les jeux, c'est... Un petit peu d'explication va être nécessaire pour les gens qui ne connaissent pas trop ce système. Un Season Pass, c'est un truc que vous achetez qui vous garantit d'avoir accès à tous les DLC qui sortiront pendant une saison. Une saison, c'est-à-dire un temps donné. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter à la main tous les skins, les cartes, les classes, les armes ou Dieu sait quoi, le Season Pass, c'est un achat unique qui te garantit de tout avoir. Voilà, donc forcément, par rapport au nombre de trucs qui sortent, plus il y a de DLC, de skins et d'autres machins, plus ça a l'air intéressant parce que tu économises de l'argent. Sous réserve que t'aurais acheté tous ces trucs-là quand même. Il y a bien longtemps, ça existait dans les jeux un petit peu narratifs, où il y avait beaucoup de DLC, ou dans les jeux avec beaucoup de petites extensions. On te proposait d'acheter un pass unique pour tout avoir. Mais évidemment, ça a été détourné de son but originel pour farmer un maximum de pognon. Parce qu'une saison dans un Season Pass, c'est arbitraire, ça peut être pendant 2 ans, 1 an ou 6 mois, et après ça, ton Season Pass, il expire, et il faudra racheter le suivant. Rainbow Six Siege en est à son 8e Season Pass, qui sont annualisés, ce qui correspond à environ 65 balles par an, donc comme racheter le jeu tous les ans. Donc, quand tu achètes un Season Pass, faut y jouer pour le rentabiliser quand même. Après, dites-vous que ça aurait pu être pire. Dites-vous qu'il aurait pu avoir un Season Pass Day One pour Concorde,
Et ça aurait été très drôle, je trouve. De l'autre côté, on a aussi maintenant le système des Battle Pass. Alors, c'est un peu le même objectif qu'un Season Pass, hein, ça sert à débloquer du contenu. C'est en général un peu moins cher, voire même des fois gratuit. Mais contrairement au Season Pass qui t'offre le contenu que t'as acheté, là, le Battle Pass, il te donne quelques trucs de merde. Et pour le reste, il va falloir le mériter en jouant beaucoup au jeu. Beaucoup. Le principe d'un Battle Pass, c'est qu'il débloque un genre de barre de progression dans lequel on va trouver pêle-mêle des skins, des icônes, des tags, des emotes ou de la monnaie in-game. Donc, il y a quelque part cette vague promesse que si tu joues beaucoup et que tu ramasses de la monnaie in-game, tu peux en quelque sorte rembourser ton Battle Pass. Et c'est génial, ça, non? Non? Je suis désolé, mais pour moi qui n'ai jamais acheté de Battle Pass, en fait, le concept me fait halluciner. Genre, tu payes un truc, on te le donne pas. Pour l'avoir, on t'oblige à jouer au jeu des dizaines d'heures. Donc, au passage, on te garde comme acheteur potentiel pour éventuellement te faire acheter d'autres trucs. Et si tu joues des dizaines d'heures, on veut bien, en grand seigneur, donner ce pourquoi tu as payé. Non mais vous êtes des singes! Non mais imaginez, vous allez acheter du pain et là votre boulanger il vous regarde et il vous dit oh bah non, je te donne juste le crouton et si tu veux le reste de la baguette, tu vas m'aider à faire des éclairs au chocolat pendant 2 ou 3 semaines et puis après je te donnerai du pain. Après, et puis oh oui, si t'as faim hein, pendant ces 2 ou 3 semaines, je peux te vendre des croissants éventuellement. ça me fait péter les plombs, c'est n'importe quoi. Et évidemment, hein, si les premiers loots du Battle Pass sont gratuits et que les suivants arrivent assez facilement en quelques parties, plus on avance dans les récompenses, plus ça devient lourd et long et très long. Et que à tel point, au bout d'un moment, tu commences à te dire ah ce skin là qui me fait envie, est-ce que finalement je l'achèterais pas directement avec de l'argent réel, ça irait plus vite. Et en plus, la saison, là, elle se termine bientôt. Je suis pas sûr d'avoir le temps de tout farmer. Bref, tous ces systèmes servent à une chose, c'est de transformer un jeu où tu avais envie de jouer en un jeu où tu dois jouer. Parce que pour ne pas gâcher ton Battle Pass, il faut jouer. Sinon, tu risques de passer à côté de certains loots ou de certains skins. Donc, tu te forces, le jeu devient un travail. Et là, le jeu, il a tout réussi, hein. Il te force à jouer, il te fait acheter des trucs, il te les donne pas. Et quand il te les donne, c'est sous forme de loot box, donc c'est seulement une chance de gagner des trucs. C'est vraiment, vous êtes des cucks, vraiment, vous êtes ces salopes. Et pour qu'un truc aussi fou marche, il fait appel à un autre biais cognitif de votre cerveau qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. Ça s'appelle le sunken cost fallacy en anglais, ou la notion des coûts irrécupérables. Les coûts irrécupérables pour le joueur, c'est aussi une question d'investissement. Aujourd'hui, il y a plus de 60% des joueurs qui jouent à des jeux qui ont plus de 6 ans. Donc ça veut dire ils ont grosse collection dans un jeu, ils y sont attachés et ils ont leurs copains, leurs potes qui sont hyper investis. Il n'y a pas forcément une notion de travail du studio à essayer à tout prix de vendre un produit qui va faire qu'il est hook. C'est plus un phénomène d'attachement. Il y a beaucoup de joueurs sur Steam, ils ont acheté plein de jeux. Il y a énormément de gens, c'est connu, qui n'ont jamais touché à certains des jeux qu'ils ont achetés. Ils les ont achetés parce qu'il y avait des copains qui leur avaient dit que c'était sympa, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur leur étagère et ils y ont pas touché. C'est une composante du biais de l'engagement. On appelle ça souvent l'effet de gel. C'est l'idée que quand j'ai commencé à m'engager dans quelque chose, si je change d'avis, je gâche, je perds ce que j'ai fait avant, je le contredis et ça peut atteindre différents niveaux de profondeur. Si j'ai dit à tout le monde que j'allais faire quelque chose et qu'en fait je le fais pas, bon bah il va y avoir des conséquences sociales quand je vais devoir l'annoncer. Ça va être un des ingrédients dans notre prise de décision. J'ai mis de l'argent dans un jeu à un temps A et qu'à un temps B, on me demande si je vais remettre de l'argent dans le jeu, alors qu'il s'est dégradé par exemple par rapport au temps A, je vais plus facilement accepter que si on m'avait demandé directement au temps B. Parce que j'ai déjà une forme d'engagement dans ma décision. J'y ai pensé. C'est vraiment un effet qui peut atteindre une intensité importante, à tel point qu'on a remarqué que même quand les conditions de la décision initiale avaient changé, voire s'étaient retournées complètement, ça peut quand même être suffisant pour rester engagé dans ce qu'on avait fait. L'expérience de 1000 grammes, finalement, ça en fait partie. Cet effet d'une figure d'autorité qui nous demande de torturer quelqu'un et les participants continuent d'administrer ce qu'ils croient être des décharges électriques. Ça va évidemment contre une décision qu'ils auraient prise au départ, mais comme ils ont commencé à s'engager dans l'expérimentation, on rationalise la décision qu'on est en train de continuer à prendre. Et donc ça peut aller jusqu'à des effets comme produire des choses qui sont atroces, qui sont complètement contre nos valeurs. On va rester accroché à cette décision parce qu'on n'a pas la capacité de reconnaître qu'on prend une décision qui va contre nos intérêts. Quand les éditeurs ne savent pas arrêter leur cupidité et que les clients ne savent pas dire stop,
Malheureusement, c'est souvent le moment où c'est à la justice de s'interposer. Cette combinaison de Battle Pass, de grind abusif, de lootbox ont entraîné des créations de lois dans de nombreux pays. Alors j'ai parlé de la Belgique qui les ont interdites, ou les Pays-Bas, mais des actions en justice ont aussi été entreprises au Royaume-Uni, en Australie, en Chine ou en Allemagne. Mais c'est pas fini. On va pas s'arrêter au lootbox ou au Battle Pass. Ça n'est même pas la forme finale des microtransactions. Je me demande quel monstre on va voir apparaître. Alors, je vais pas rester très longtemps sur les gachas parce que finalement, ça n'est que la fusion d'absolument tous les systèmes que j'ai décrits précédemment. C'est la version ultime du truc fait pour vous soutirer du pognon, la forme finale de l'arnaque. Il y a tout dedans, des lootbox, des season pass, du FOMO, des monnaies virtuelles, du battle pass, des personnages avec des stats de rareté qui ont évidemment des influences directes sur le gameplay, donc du pay to win absolument décomplexé. C'est la totale. Le terme vient de gachapon, qui sont ces espèces de machines qui vendent des petites figurines qu'on peut trouver partout au Japon. Là, s'il y a une nouveauté quand même, c'est le cul, parce que si vous êtes prêt à vendre votre âme pour un skin de flingue ou un emote, imaginez ce que vous feriez pour un joli petit cul et une paire de collants en nylon. Bref, c'est ça les gachas, hein, ça fait appel à votre cerveau reptilien, ou plutôt à quelque chose d'autre que votre cerveau qui se situerait plus bas. Les jeux offrent souvent un gameplay plus ou moins basique, hein, on les trouve beaucoup sur mobile évidemment, berceau de l'escroquerie, mais les récompenses, outre les classiques skins, armes, etc., sont aussi de jolies jeunes filles, voire très jeunes filles, dans un style souvent très kawaii, Desune, Onisan, achète ma merde des sous. Et forcément, quand on en a plus rien à foutre de la morale et qu'on te met dans un jeu absolument tous les trucs qui sont faits pour jouer avec la chimie de ton cerveau, on peut très vite tomber dedans. Et autant certains gachas ont un semblant de vrai jeu derrière, hein, je pense notamment à Genshin Impact, autant d'autres poussent le cynisme à l'extrême avec un mode autoplay. Voilà, il n'y a même plus besoin de jouer au jeu, tu ne reviens que pour jouer au casino avec les lootbox. Voilà, ce qui était autrefois une récompense du jeu devient le jeu. Full circle. Je pourrais continuer sur le sujet encore et encore, hein, et aller plus loin, parce que comme je l'ai dit, les jeux n'utilisent pas un système économique, mais en mélangent des dizaines. Une pincée de monnaie virtuelle, un soupçon de transactions directes, j'assaisonne avec des lootbox, et je chie un bon gros season pass. C'est ça qui permet à certains jeux d'adopter un modèle free-to-play, parce que de toute façon, les microtransactions, c'est infiniment plus rentable que de vous faire acheter un jeu. Alors croyez-moi, hein, quand vous voyez un jeu qui est gratuit, soyez sûr que au contraire, c'est un jeu qui rapporte un max de thunes. En 2010, certains MMO commençaient à accuser le coup de l'âge et choisiront du coup de passer en free-to-play, un petit peu comme Lotro ou Team Fortress 2. Et ils feront ça en corrigeant leur modèle économique à coup de microtransactions, d'achat de boost ou d'accélérateurs d'XP. Et ils se feront des burnes en or massif. Les free-to-play, il y en a qui gagnent des milliards. C'est vrai que ça génère beaucoup d'argent. Surtout ce que ça offre, en fait, un free-to-play, c'est l'élasticité. Nous, on regarde toujours les choses de notre angle. Ok, on vit en France, tout va pas bien, mais on a un certain pouvoir d'achat. Il y a plein de pays dans le monde, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat. Donc en fait, les studios, ils vont pouvoir offrir avec les free-to-play deux choses. C'est gratuit, tout le monde peut rentrer, tout le monde rentre dans le système. Il n'y a pas de limite, entre guillemets, au plafond de ce que je pourrais commercialiser à quelqu'un. Il y a un moment, il y a de la saturation, mais si les gens sont intéressés, si vous êtes malin, si vous étudiez les choses de façon très fine, des services à des pays moins développés que d'autres ou avec moins de moyens économiques, d'un point de vue studio, c'est super compliqué de maîtriser un free-to-play. C'est quelque chose de très dur à créer. Si vous prenez tous les MOBA, vous pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas un free-to-play. Les MOBA, ils ont mis la barre super haut en termes de ce que vous attendez comme service. Ça demande du travail, ça demande des ressources, ça demande beaucoup d'investissement et ça vit par une communauté et ça peut très vite mourir. Les communautés, c'est très volatile. Il y a des joueurs qui sont très engagés, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Ils vont juste venir faire un tour. Il suffit de quelques personnes qui partent et vous avez un effet boule de neige qui va très 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 vite. Le système entier des microtransactions est pourri jusqu'à la moelle, il est pensé et étudié par des gens qui comprennent la psychologie et la chimie de votre cerveau. Ils savent comment vous manipuler et comment vous faire cracher votre fric. Et c'est un vrai problème parce que la monétisation des jeux ne sert pas
à payer le jeu. Les jeux sont souvent devenus uniquement des supports pour la monétisation. Et ça, les devs détestent. Détestent, vraiment, hein, parce qu'ils se sont lancés dans le jeu vidéo parce qu'ils aimaient ça. À la base. J'ai bien compris qu'on était dans une société où parfois on achète des choses à un certain prix et que même dans nos jeux vidéo, on peut payer des extensions. Ça me paraît raisonnable, tout travail mérite salaire. La microtransaction est en fait aussi une mini-extension. Et donc finalement, ça revient au même. Mais pourquoi je suis contre la microtransaction? Elle est alliée à un système que je ne cautionne pas. Modifier psychologiquement l'état du joueur pour l'encourager ou le forcer parfois même à acheter quelque chose qui a un prix décorrélé de la valeur réelle de ce qu'on va lui donner. Et cela se fait par de nombreux biais psychologiques, me pousser à l'achat, créer la rétention, puis mon addiction, pour ensuite dénaturer le game design du jeu, provoquer une frustration, un sentiment de manque, pour ensuite m'encourager à un achat qui est souvent à un tarif beaucoup plus cher que ce que je vais réellement, concrètement recevoir en termes de quantité. Un costume ne vaut pas 9 € dans un jeu. Pourquoi l'achète-t-on 9 €? Parce qu'il y a eu tous ces biais psychologiques avant. On m'a forcé une rétention dans un écosystème. Je suis maintenant addict à cet écosystème. Et là, je suis prêt à payer une valeur déraisonnable pour obtenir quelque chose qui n'a pas cette valeur. On a souvent entendu dire « Ah, c'est pas grave les microtransactions tant que ce n'est que du cosmétique ». En fait, je ne fais aucune différence entre puissance, gameplay, interactivité et cosmétique. Moi, ce qui me pose problème, c'est de pousser les gens à acheter par des biais psychologiques. Voilà le vrai problème. Bref, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire à part de faire attention. Hein. Tout ce que j'ai dit, au fond, vous le savez déjà, je pense. Hein. J'ai juste expliqué comment ça marche. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur un achat qui vaut 17 000 Call of Duty Points ou 2300 V-Bucks, arrêtez-vous 2 secondes et faites l'effort, même si c'est chiant, de calculer ça en argent réel. Et demandez-vous si vous achèteriez ça si c'était dans un rayon à Carrefour. La prochaine fois que vous aurez envie d'acheter un joli skin qui brille, demandez-vous si vous aimez ce skin ou si vous aimez l'idée de comment les autres pourraient réagir en vous voyant avec. La prochaine fois que vous direz « Cool, un free-to-play », dites-vous plutôt « Ah putain, un free-to-play ». Et ne croyez pas que vous êtes un genre de super-héros de la rationalité immunisé à ses effets. On n'est jamais complètement immunisé à ça. Ni vous, ni moi. Hein. Vous achetez des cartes FIFA, moi j'achète des JPEG de vaisseaux, il y en a qui achètent des cartes Pokémon ou des cartes Magic. Rappelez-vous que tous ces modèles économiques là, toutes ces boutiques, toutes ces lootbox, Battle Pass, FOMO Season Pass, ils ont pas été faits par Jojo le rigolo. Hein, ils ont été pensés, imaginés, réfléchis et designés par des spécialistes de la chimie de votre cerveau et de l'économie. C'est des gens qui ont souvent fait des très très longues études pour apprendre à manipuler votre chimie. Et ne vous dites pas « Oh, moi je suis fort, je suis adulte, je suis ultra rationnel », parce que aussi fort que vous soyez, vous restez un animal dont les envies et les pulsions sont dirigées par des hormones et des molécules chimiques. Vous n'êtes pas plus fort que votre cerveau. Alors oui, votre raison peut lutter contre vos envies. Les gens qui ont fait des gros régimes et qui ont arrêté la clope en savent quelque chose. Mais c'est un match qui est très déséquilibré, qui est très fatigant mentalement et on a vite fait de craquer sans même s'en rendre compte. Ces modèles-là, ils sont faits pour jouer avec votre taux de dopamine. Alors, la prochaine fois que vous voyez un skin qui vous plaît dans les lootbox, là, branlez-vous. comme ça, votre taux de dopamine, il aura crevé le plafond et vous aurez plus envie de l'acheter. Je dis ça en rigolant, mais techniquement, c'est un vrai conseil. Hein. C'est juste chimique. Bon. Du coup, on fait quoi? C'est une des industries qui bouge le plus, en fait. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Ça, je sais pas le dire. En toute transparence, c'est compliqué de se projeter. Tous les business models dont on parle aujourd'hui, ils existaient déjà avant dans le monde physique réel. Il n'y a pas de réinvention. C'est juste qu'il y a des adaptations. Le jeu vidéo, il évolue, il regarde ce qui se passe autour de lui, et il s'adapte. Puis, quel est mon jeu, quoi? Est-ce que mon jeu, il a plus d'appétence avec tel business model? Y a-t-il des alternatives aux microtransactions? En fait, la faute aujourd'hui revient à l'écosystème jeux vidéo en général. Les éditeurs, ceux qui veulent vendre des choses, mais aussi les joueurs. Avant, on avait par exemple des formules d'abonnement dans les grands MMORPG, WoW ou autres. C'était tout simplement payer un prix fixe pour le travail d'une équipe qui maintient
un écosystème. Tout le monde était plus ou moins à égalité, tout le monde avait le contenu du jeu, il fallait simplement payer un abonnement fixe. Et ici, pour moi, en réalité, c'était beaucoup plus raisonnable. Tout le monde était à égalité, tous ceux qui participaient à cette chose-là. Sauf qu'à un moment donné, on a eu l'idée de rendre la chose gratuite, et évidemment, les joueurs se sont jetés dessus, mais en réalité, ils le payent après. Ils le payent soit en frustration, soit en manque, soit pire, en addiction, et là, parfois, ça peut causer des dégâts. Voilà pourquoi je préfère encore que des joueurs payent une somme fixe pour un DLC, pour un abonnement. Je trouve quand même ces systèmes plus sains que le tout gratuit qui, en fait, vous dénature le game design, vous crée de l'addiction, de la frustration et du manque, et qui ensuite va vous pousser à acheter des choses qui n'ont pas leur vraie valeur. Et ça, c'est ce que je combats. Bref, les modèles économiques dans les jeux, on peut pas savoir comment ça va évoluer. En moins de 10 ans, on est passé des éditeurs qui proposent une campagne supplémentaire ajoutant 10 heures de contenu à achète un Battle Pass qui t'oblige à jouer à un jeu où t'as pas envie de jouer pour drop de la monnaie virtuelle qui te permet d'acheter une autre monnaie virtuelle qui te permet d'acheter un pourcentage de chance d'avoir une AK-47 avec un skin de caca. Les microtransactions, les jeux à service, les lootbox, le système de progression, tout ça c'est au même titre des autres vidéos qu'on a fait sur l'IA ou les open world, des choses qui frustrent de plus en plus les joueurs dans les jeux AAA et qui contribuent à cette défiance généralisée qu'on peut voir depuis quelques années. Alors, est-ce que ça va changer ? Oui. Bah oui, parce que rien n'est jamais figé dans le jeu vidéo, tout évolue constamment. Est-ce que ça va changer en mieux ? Sûrement pas. Voilà. Allez, à la prochaine fois pour un autre sujet.